Tu On est en live. cherches entre jeux studio et ensuite Bonsoir tu tout le mutes. monde. Alors, Entrejeux Studio. Vous savez que Bonsoir, ma société bonsoir. s'appelle Entrejeux, en fait? Oui, Bon, on voulait justement te poser la question. Donc nous sommes en live. Donc bonsoir tout le monde. bonsoir à Bonsoir tous. Dandy. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir, Arnaud. bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Bruno, Salut, salut. notre invité du moment. Oula. Tac. Euh, donc c'est bon, tu as pu récupérer le chat, Bruno? Ouais, c'est bon, j'y suis. Oh, zut. Il faut que je dise que j'ai compris, toi. Euh, Alors tu feras attention parce qu'il y a un tout petit décalage entre nous, ce qu'on voit sur Discord, et ce que tu Ouais, verras sur le Twitch. tout à fait. Mais c'est pour ça que j'ai coupé le son du Twitch pour être sur le Discord, en fait. Voilà. Euh, alors, bon, on a commencé un petit peu à en parler en off. Avant d'attaquer sur notre invité, sur Bruno, vu qu'il y a eu un tweet qui est tombé il y a quelques heures de la part de Ludovox, je voulais qu'on en parle rapidement avant d'attaquer le sujet phare de ce soir, à savoir donc le Fige. Et merci à Guskai pour ton renouvellement de ton abonnement, ça fait plaisir. En l'honneur de Euh, Maître Catala, en dit-il. l'honneur de Oui. Maître Catala. Ouais, j'aimerais bien. Enfin, c'est à la fois sympathique et puis je suis toujours extrêmement gêné par ce mot. J'aime pas ça du tout, en fait. Vraiment, c'est très sympa, je le sais, mais moi, je suis maître de rien du tout. Et je suis certainement pas au-dessus de la mêlée. Et du coup, ça me gêne vraiment quand les gens viennent vers moi par certains en disant maître de façon sympathique, certes, mais je suis très gêné par ça. Alors nous dirons senpai. Euh, donc rapidement pour passer sur la news, on a eu Ludovox qui nous a fait un tweet à presque 19h30 disant que pour le moment le festival était maintenu. Euh, moi ce qui m'étonne grandement de cette news c'est le pour le moment comme on en a parlé juste avant en off et le fait que ça ne vienne pas du Fige. Donc toi Bruno tu avais tendance aussi à prendre cette information avec des grosses pincettes. Bah, c'est-à-dire que je ne mets pas du tout en cause le sérieux de Ludovox, mais pour moi, à ce stade-là, c'est une non-information. Parce que ce qu'on attend de savoir, c'est est-ce que le festival est maintenu ou pas, ou reporté, et sous quelle forme. Et c'est très important pour qu'on puisse prendre des hôtels, éventuellement, des déplacements, enfin des moyens de déplacement, etc. Le pour le moment ne veut rien dire, puisque ça sous-entend que ça pourrait être encore annulé. Donc à partir de là, c'est une non-information qui ne nous permet pas de prendre des décisions. Donc entre jeux studio peut se permettre de vous apporter une information de toute dernière minute. Le festival de Cannes sera peut-être annulé ou pas, on ne le sait pas. En tout cas, il est toujours programmé, mais peut-être Voilà. pas pour longtemps. Voilà. En Alors, fait, ça veut dire qu'on pourrait même dire qu'il n'est pas encore annulé. Voilà, tout à fait. Sachant qu'il y a quelqu'un quand même qui a demandé dans le fil de Twitter d'où il tenait cette information et Ludovox a répondu que c'était une réponse du bureau qui leur avait confirmé, donc je pense que donc le comité du Fige. Voilà. Mais bon, après, Bah, Et par pourquoi ailleurs, chez Ludovox, Marilyn, qui est la rédactrice en chef, elle fait aussi partie du festival, du festival, du jury. jury, Donc à ouais. partir de là, j'imagine que pour le jury, c'est aussi une question récurrente, tu vois. Bien sûr. Enfin voilà. Pour l'instant, on est encore dans le flou. On aimerait bien avoir une véritable réponse officielle du festival sur la teneur de ce maintien. Et assez vite, quoi, parce que bon, il y a quand même un certain nombre de gens que toi tu disais que tu n'avais pas encore pris ta réservation, Non. mais il y en a quand même beaucoup qui ont déjà leur réservation. Il y a les éditeurs qui ont commencé à se préparer pour le festival. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, soit tout annuler ou pas. Enfin, je pense quand même que c'est un sujet quand même assez critique pour beaucoup de monde en fait. Et il y a sans doute beaucoup plus d'enjeux qu'on ne le pense. Ah, mais il y a des gros enjeux et des enjeux qui dépassent le festival, enfin le monde des joueurs en lui-même, puisque enfin, pour les commerçants de la ville, quand tu as 150 000 personnes qui se baladent sur 4 jours, forcément, tu as un enjeu financier qui doit pousser les politiques locaux certainement Mm, à y aller, quoi. effectivement. Le Meeple Reporter a une info, le Fige 2023 aura lieu. Excellent. Merci au Meeple. Ouais, en même temps, il n'a pas dit quand. Il aura lieu en 2040.
Ok, je propose qu'on attaque avec notre sujet principal, à savoir toi, Bruno, euh, et Je sais pas si c'est vraiment un sujet, hein. Ah Bon, bon, quand on voit la liste quand de on, tes jeux, ça peut être un long sujet. c'est ça. Je pense que voilà, même si tu n'aimes pas, il y en a quand même certains qui t'appellent maître, donc c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Du coup, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une présentation succincte de notre cher ami Bruno, de te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas? Bah, je sais pas, vous voulez le faire? Vous voulez que je le Allez, fasse? soyons fous. Petite présentation, vas-y. Bah voilà, je m'appelle Bruno Catala, j'ai 58 ans, il commence à faire un peu mal aux fesses. J'ai toujours été passionné de jeux depuis tout petit en fait. Et j'ai découvert les jeux de société modernes, enfin contemporains plutôt que modernes, c'est plus intéressant. Quand j'avais une vingtaine d'années, grâce à la revue Jeux et Jeux et Stratégie, pardon. Mhm. À ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait des auteurs de jeux. Sans ça, je m'étais jamais posé la question avant. Le premier jeu que j'ai acheté, c'était Fief. Et c'était un jeu que j'avais acheté parce qu'il avait gagné le Pion d'Or Jeu et Stratégie. Il avait édité parce qu'il avait gagné le Pion d'Or. Et à ce moment-là, à 20 ans, je me suis promis qu'un jour, je ferais mon jeu, que je serais publié et que je gagnerais ce concours. Sauf que j'avais pas le début d'une idée. Mais alors, pas le début d'une idée, hein, je veux dire. Et donc, je savais pas comment faire. Et par contre, pendant des années, je me suis simplement cultivé de la chose ludique, c'est-à-dire je me suis intéressé à peu près à tout ce qui sortait. J'ai joué, c'est moi qui allais acheter les jeux, qui décortiquais les règles, qui les expliquais aux autres. Et puis par ailleurs, j'étais très pris à la fois par le rugby parce que j'avais mes 2 à 3 entraînements par semaine plus le match le dimanche, donc ça occupe. Complémentairement, je progressais dans ma carrière professionnelle, je faisais de la recherche en sciences des matériaux. Mhm. Plus le fait que je me suis mis en couple et j'ai eu des enfants, donc tout ça, ça occupait quand même tout mon temps et que mon peu de temps libre que j'avais, c'est simplement pour jouer, pas pour créer. Puis en 99, je me suis pété le genou. Donc plus c'était impossible de jouer au rugby à nouveau. Je me suis pété le genou, c'est-à-dire que j'ai divorcé. Et là, je me suis retrouvé tout seul à la maison et je me suis dit, allez, maintenant, je fais mon jeu. Et du coup, j'ai fait Sans foi ni loi, et Sans foi ni loi aura été publié 2 ans et demi, 3 ans plus tard. Et à partir de là, tout s'est enchaîné et j'ai continué à créer des jeux en hobby, en parallèle de mon activité professionnelle. En 2004, j'ai subi un licenciement économique. Pour retrouver du travail dans ma spécialité, il aurait fallu que je parte loin, soit à l'autre bout de la France, soit plus probablement même à l'étranger, puisque la seule entreprise qui bossait dans mon domaine vraiment, c'était la mienne, en France. Et du coup, pour rester à proximité des enfants, j'ai tenté l'aventure de transformer ma passion, mon hobby, en activité professionnelle. Et puis, à partir de là, je me suis consacré à 100%, voire même 200% au jeu, sous toutes ses formes, parce que vivre de ses royalties, c'est quasiment impossible si c'est impossible si t'as pas un hit. Et j'ai eu la chance d'avoir une reconnaissance immédiate du milieu et des joueurs, mais sans que les ventes décollent. Vraiment, enfin, en tout cas, pas de façon suffisante pour en vivre en payant une pension alimentaire, un loyer, etc. Et donc, du coup, j'ai créé ma société entre jeux, le jeu au service de l'entreprise, et ce qui m'a permis, en parallèle des jeux que vous connaissez, de vendre des prestations d'animation, de création sur cahier des charges, j'étais aussi, je faisais de la vente en boutique spécialisée 2 jours par semaine. Et c'est l'ensemble de tout ça qui était tout connecté aux jeux de société qui m'a permis d'équilibrer mes revenus et de continuer année après année. Et puis au fur et à mesure que les royalties ont commencé à prendre de l'importance, et petit à petit, j'ai fait de moins en moins d'activités annexes, en fait. Et puis aujourd'hui, je ne fais quasiment plus que de la création de jeux, en fait, grâce à King Domino et Seven Wonders Duel. Et donc, du coup, ça a pris combien de temps pour devenir indépendant financièrement? 10 ans. 10 ans, ah oui. 2004-2014. En fait, les choses, elles changent pour moi à partir du moment où il y a la même année la sortie de Abyss et Five Tribes, qui certes sont pas des hits. Enfin, des hits, ce que j'entends par là, c'est pas... Non, mais attention, ce qu'on entend. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des jeux qui se vendent à 500 000 ou 1 million d'exemplaires. Ouais.
C'est ça un hit, si tu veux. Par contre, c'est des jeux très solides qui ont fait les 100 000, etc. Et comme c'était des boîtes à 40 € et à 50 €, bah en fait, là, comme t'es payé avec un pourcentage, alors que chaque mois, je savais pas si je payais mon loyer, ça m'a donné cette sécurité-là. L'année d'après, c'est King Domino, avec l'histoire qu'on lui connaît. L'année d'après, c'est Seven Wonders Duel. Donc, à partir de là, c'est d'abord Seven Wonders Duel, d'ailleurs, puis King Domino. Et donc, du coup, malgré tout, ces 3 années-là ont changé la donne en ce qui me concerne au niveau des revenus, en fait. Et aujourd'hui, je vis vraiment confortablement. Pour combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, je veux pas mentir. Ma vie aujourd'hui, elle est facile. Oui. Ok. Et ça ne t'empêche pas de continuer à nous sortir des jeux régulièrement. Non, parce que en fait, je fais pas des jeux pour gagner de l'argent. Ça paraît peut-être con, hein, mais je fais des jeux par nécessité personnelle, parce que c'est mon parcours, parce que c'est mon besoin. Il s'avère que je gagne de l'argent en faisant des jeux, mais même si mes jeux généraient rien, je continuerais à faire des jeux parce que c'est ce que j'ai besoin de faire. C'est quelque chose qui est en moi, en fait. Donc j'ai aucune raison d'arrêter, en fait. L'argent n'est pas ma quête. Bah, Et t'avais... Vas-y. Oui, je disais, tu as tout à fait raison, d'autant que finalement, quand on sait justement que l'auteur est rétribué à pourcentage sur le nombre de ventes, tu peux pas partir dans l'idée que tu vas faire carrière grâce à tes royalties. C'est comme un écrivain, par exemple, qui fait pas un gros succès. C'est ça, et puis moi c'est pour ça que je reçois quasiment toutes les semaines des mails de jeunes auteurs qui demandent des conseils, voire même certains qui disent je vais tout arrêter, je quitte mon travail pour me lancer dans les jeux. Je peux que les déconseiller fortement. Je les conseille fortement de faire ce à quoi ils croient, parce que de toute façon on gagne pas une course dont on prend pas le départ. Donc s'ils ont cette fibre-là, il faut y aller, mais surtout par pitié, n'abandonnez pas votre métier à côté. Continue une activité rémunératrice. Et puis, si ça commence à marcher un peu, tu passes à 80%, puis éventuellement à 50%, et voire même à un moment donné, tu vois, parce que en plus, tu te lances aujourd'hui dans le jeu. Par exemple, tu as une idée, une super idée. T'imagines, tu as la méga bonne idée. Génial. Le temps que tu développes ton projet, que tu trouves un éditeur, que tu signes ton contrat, que ce jeu rentre dans sa chaîne de fabrication, qu'il soit illustré, qu'il soit fabriqué, transporté, qu'il atteigne les boutiques, il va se passer 2 ans et demi. Donc, t'abandonnes ton métier aujourd'hui, tes premiers revenus, c'est dans 2 ans et demi. Ben, il y a un problème quand même. C'est toi, dur. je veux dire, Donc, il faut pas quitter ton activité rémunératrice. C'est pour ça que je considère pas que auteur de jeu, c'est un métier. Alors, je sais que ça fait râler certains, hein. Moi, je considère que c'est un parcours, que c'est un chemin, que c'est quelque chose que tu as en toi. Et si tu as la chance, à un moment donné, de rencontrer le succès, alors dans ce cas-là, tu peux abandonner le reste à côté. Mais sinon, conserve une activité professionnelle. Hein. De toute façon, le nombre d'auteurs qui en vivent à 100%, ça se compte sur les doigts d'une main quasiment. Non, il y en a plus que ça quand même. Ouais, tu crois? Parce que déjà, Antoine Bozard, Bruno Feduti, il n'a pas abandonné son métier, mais il le dit, il pourrait. Ludovic Maublanc, il fait que ça. Théo, il fait que ça. Aujourd'hui, Corentin, il fait que ça. Même si eux, c'est plus compliqué. Ils sont dans la situation où j'étais il y a 10 ans, si tu veux. Mais voilà. Mais Hervé Marly, mais le gars qui a fait Blanc Manger Coco, non, celui-là, il n'a pas fait Blanc Manger Coco. Ceux qui ont volé l'idée de Blanc Manger Coco. Voilà. En fait, je pensais à celui qui a inventé Double, pardon. Ils sont deux, Blanc Manger Coco. Double, ce gars-là, on n'en entend jamais parler. Il a fait que ça, mais à un moment donné, lui, il vit, hein, si tu veux, etc. En fait, je sais pas, je dirais peut-être entre 20 et 30, mais pas simplement une main. Ce qui reste quand même peu, hein. Il y a JB qui demande si c'est plus simple ou plus compliqué aujourd'hui de se faire éditer qu'il y a 10 ans. Alors, de façon générale ou pour moi? De façon générale, je pense. En fait, je pense, il y a de plus en plus d'auteurs qui se présentent sur le marché avec des jeux qui, quand tu voyais les protos qui étaient au off au Cannes il y a 15 ans, souvent c'était quand même pas formidable, quoi. Il y avait beaucoup de jeux de loi. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Les gens qui viennent avec des protos, la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, c'est des projets qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Donc, il y a de plus en plus d'auteurs
Mais il y a aussi de plus en plus d'éditeurs et le marché grandit. Donc, est-ce que c'est plus difficile, moins difficile? Je suis pas sûr. En fait, si tu as le bon projet et que tu sais te présenter, parce que ça fait un auteur, c'est quelqu'un qui doit savoir développer son jeu, mais il doit aussi savoir le vendre. J'aime pas ce mot-là, mais il doit savoir le partager, le faire connaître, etc. Les éditeurs, ils sont tous à la recherche du nouvel auteur. Parce qu'à un moment donné, si c'est eux les découvreurs, etc., franchement, ils ont tout à gagner à installer une relation durable avec le nouveau Wolfgang Wartsch. Tu vois, je veux dire, c'est... Bah ouais. Et puis, donc, du coup, je pense que les éditeurs, ils sont tous assez faciles d'accès, malgré tout, quoi qu'on en pense. C'est pas compliqué d'avoir un rendez-vous. Hein. Et pour présenter son projet. Par contre, il faut faire mouche. C'est-à-dire qu'il faut savoir le présenter. Parce que la meilleure idée du monde qui va être présentée de façon un peu balbutiante, ça va être un peu compliqué. Alors que t'en as qui savent vraiment bien présenter les choses, et ça, c'est essentiel. Alors justement, tu as vu que Greux Games organise un bootcamp, alors je sais pas quand, pour apprendre aux auteurs en herbe à présenter leur jeu et à travailler leur jeu, etc. Je sais pas si tu en as entendu parler de ça. Très vaguement. Très vaguement. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche Bah, écoute, de toute façon, ça dépend. Je sais pas comment c'est fait, donc je connais pas le contexte, je connais pas le projet, donc c'est difficile de parler de quelque chose comme ça sans connaître les tenants, les aboutissants. Après, moi, si on, comment dire, on extrapole un peu différemment. Moi, j'ai écrit des articles sur le sujet. J'ai écrit des articles où il y a quelques conseils de base pour justement se présenter à un éditeur, etc. Donc après, moi, je pense que tout ce qui peut aider les néo-auteurs à améliorer leur présentation, bah, c'est très bien. Après, je sais pas si c'est, je sais pas sous quelle forme c'est fait, je sais pas si c'est payant, je sais pas. Enfin, bref. C'est payant et assez cher. Ouais. Bah après, chacun voit son intérêt. Merci Easy pour le follow. Et il y a Aguskai qui a la même question que celle que je voulais poser, donc ça tombe très bien. À savoir que après tant de jeux publiés, donc il marque 150, mais je crois que c'est pas totalement exact en termes de chiffres. Non, c'est pas totalement faux, c'est 150 publications. Ouais. Ah, je sais pas, j'en sais rien. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est peut-être plus que ça, c'est possible. Je crois que d'après ton blog, tu es autour de 165, plus une quinzaine pour entreprise. Et donc, c'est comment, après autant de jeux publiés, on arrive à se renouveler et à pas reproduire des mécaniques de quelque chose qu'on aurait déjà fait ou similaire, proche, quoi. Ben, en fait, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que, en fait, un jeu, c'est quoi? La plupart des pseudo-experts en jeux de société, ils analysent un jeu sous 3 angles. Ils vont dire qu'un jeu, c'est une mécanique, une thématique, et puis, comment dire, un artwork, enfin, des illustrations, une direction artistique. Ouais. Sauf que ça, ce ne sont que des outils. Ce sont des outils à notre service pour créer une expérience ludique. Et la seule chose qui compte, c'est l'expérience ludique. Et donc, en fait, une mécanique, ce n'est qu'un outil pour créer une expérience ludique. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu disais à un peintre, ben là, tu as déjà fait du bleu, tu vas peut-être arrêter le bleu maintenant. C'est donc, en fin de compte, dire est-ce que la mécanique, elle a déjà été utilisée ou pas, c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. C'est la seule chose qui compte pour moi, c'est en fait, qu'est-ce que je veux générer entre les joueurs, en fait, entre les participants de la partie à la fin de la partie. Et après, je vais aller chercher les mécaniques dont j'ai besoin pour générer ça. Parfois, c'est des mécaniques que j'ai déjà utilisées, parfois pas. Parfois, c'est des mécaniques qui ont déjà été utilisées ailleurs. Mais ce qui fait l'expérience ludique, c'est le melting pot de tout ça au service. En fait, il faut que tout soit au service de cette expérience-là. Et moi, c'est comme ça que j'envisage les jeux et c'est comme ça que je les crée, en fait. Ok, un peu à l'instar d'une recette où le sucre c'est très bon tout seul, mais mélangé avec du fruit et autres, ça fait une compote, c'est meilleur et voilà. Et puis en utilisant ce que toi tu vas considérer comme la meilleure mécanique ludique du monde parce que tu es par exemple un fou de deck building par exemple, et ben tu peux faire quelque chose de très indigeste. Ouais. Donc en fait c'est pas vraiment, enfin pour moi, ne savoir si j'ai déjà utilisé ou pas, c'est pas un sujet. Ok. Ce qui me simplifie la tête en même temps, parce que sinon, autrement, tu te scléroses et puis tu te dis, tu fais plus rien. Si tu commences à analyser les choses en te disant qu'est-ce qui existe, est-ce que j'ai déjà fait, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait, tu fais plus rien. Ok, plus de dés pour moi, c'est fini.
Ouais. Après, il y en a beaucoup qui aimeraient que j'arrête. Est-ce que tu te souviens de toutes les expériences que tu as pu proposer avec tous tes jeux? Ou tu as des jeux que tu as tendance à oublier, les vieux, etc., que tu aimerais remettre peut-être au goût du jour? Est-ce que... Ah bah, il y a souvent des jeux que j'ai envie de reprendre, ouais. Parce que si je l'ai fait à un moment donné, c'est parce que j'en avais envie vraiment. C'est à nouveau, enfin, mon premier client, c'est moi. Je fais les jeux que j'ai envie de jouer, en fait. Je raisonne pas tellement à savoir ça va s'adresser à qui. Il faut que ça s'adresse avant tout à moi. Je suis le premier joueur de mes jeux. Donc forcément, quand j'ai cette relation à mes jeux, ben j'ai tendance à pas avoir envie de les lâcher. Et puis quand parfois ils ont eu une histoire éditoriale ou qui a pas conduit à la rencontre avec le public, ben j'en génère de la frustration. Et cette frustration, je la garde bien en moi parce qu'à un moment donné, ça me permet éventuellement, quand j'ai une ouverture, de reproposer autre chose autrement. Et puis avec un petit côté, parce que je suis un compétiteur aussi, avec un petit côté revanchard. Par exemple, c'est l'histoire de Sobek. Sobek, c'est un jeu que j'ai fait tout seul, que j'ai publié chez Gameworks. Avec Gameworks m'a fait un petit écrin super sur ce jeu qui était un jeu de 2 à 4 joueurs. Et puis, ce Gameworks, petit éditeur qui s'est fait phagocyter par le groupe Asmodée à l'époque déjà. Enfin, il n'a pas été racheté, mais par contre, en fait, on était dépendant d'eux en ce qui concernait la production. C'est-à-dire que l'éditeur ne pouvait pas payer sa production. C'était son distributeur qui payait la production. Et à un moment donné, ce jeu, j'étais dans une... Bah oui, c'est souvent comme ça. Hein, voilà. Et donc, du coup, ce qui donne un pouvoir phénoménal au distributeur, évidemment. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à un moment où ce jeu, alors que moi, c'était dans une période où j'avais du mal à boucler mes fins de mois, ce jeu, il générait de l'argent tous les mois. Alors, c'était pas des milliards, si tu veux. Mais pour moi, c'était important. C'était un jeu qui me générait, allez, je crois, 3 000, 4 000 euros par an. Alors, quand tu as du mal en chiffre d'affaires, hein, quand tu as du mal à boucler tes fins de mois, 3 4 000 euros par an de chiffre d'affaires, c'est quand même pas rien. Ben, le distributeur, pour lui, enfin, le financier, c'était pas assez. Et je le comprends par rapport aux autres grosses licences, les doubles, les machins trucs, etc. Ça lui faisait mettre de l'argent dans un truc qui, pour lui, était misérable. Sauf qu'à mon échelle à moi, c'était important. Et donc, du coup, ils ont décidé de pas réimprimer. Alors que le jeu avait une aura, alors que les joueurs l'aimaient, et alors qu'il continuait à se vendre. Et du coup, ça m'a terriblement frustré, ça m'a même fâché, en fait. Et du coup, je me suis toujours dit que Sobek, j'en referais autre chose. Et puis, du coup, à un moment donné, il y a 2 ans maintenant, au début du premier confinement, en fait, j'ai proposé à mon copain Sébastien Pochon, qui était mon éditeur, cette fois-ci, de m'accompagner dans la création du nouveau Sobek. Et par contre, en se disant, moi, il y a un truc que j'avais découvert online, en fait, en jouant online, je m'en étais pas rendu compte du tout pendant les tests. Et pourtant, des tests, j'en avais fait, moi, des centaines de parties, enfin, en tout cas, au moins une centaine de parties. Je me suis rendu compte qu'il y avait une façon de jouer à 2, spécifiquement à 2, qui était tout à fait légale, mais qui, justement, cassait l'expérience de jeu que moi, je voulais donner. C'est-à-dire, c'est pas que le jeu était pas intéressant, c'est qu'en fait, ça l'amenait à un endroit qui moi, m'intéressait pas. Et donc, du coup, j'ai dit à Seb, si on retravaille le jeu, ça, il faut faire en sorte que ça ne soit pas possible. Et on a travaillé là-dessus et on a trouvé une idée, sauf que cette idée, en fait, elle ne marche qu'à 2 joueurs. Et donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un nouveau jeu à 2 qui a rien à voir avec Sobek et puis on continue à travailler sur Sobek en parallèle? Ou est-ce qu'on assume que le nouveau Sobek, c'est un Sobek 2 joueurs? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un Sobek 2 joueurs. Et aujourd'hui, le jeu, il a même pas tout à fait 1 an d'existence puisqu'il a dû sortir à l'été dernier, je pense. On a vendu plus de 20 000 boîtes, on en a 20 000 en commande. Enfin, je suis super content de la collaboration avec les catch-up, ça a été un bonheur. Donc du coup, je suis content de ce succès-là et puis en fait, on continue à travailler pour tenter de lui donner une vie au-delà de la première année d'exploitation, quoi. Puisque on a traité un peu le sujet financier, il y a dans le chat, on a Nicopite qui demande où va l'argent, puisqu'au final, au vu des prix des jeux, l'auteur ne gagne pas grand-chose, les boutiques ont l'air de pas forcément gagner grand-chose non plus. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est une répartition vraiment équitable, mais que tout le monde gagne un tout petit peu? Est-ce que y en a un qui se met gros dans la poche au final? Non, il y a personne qui se met vraiment quelque chose dans la poche parce que moi, j'ai travaillé en boutique.
Donc, je connais les problématiques de la boutique parce que les comptes, je les ai vus en transparence, etc., si tu veux. J'ai travaillé aussi chez des éditeurs plus ou moins importants en chef de projet avec toute la distribution des coûts, etc. Et en fait, l'éditeur est pas du tout en train d'exploiter l'auteur. La boutique est pas en train de s'en foutre plein les fouilles. C'est pas vrai. Tout ce petit monde est sur un équilibre qui est relativement tendu, si tu veux. Après, celui qui gagne souvent à tout coup, c'est le distributeur. Forcément. Mais c'est comme partout, hein. Je veux dire, quand tu regardes l'alimentaire, quand tu regardes n'importe quoi, le point où tu fais ta marge, c'est le distributeur. Mais après, si tu te dis c'est là où les choses se passent, t'as qu'à devenir distributeur aussi. C'est autre chose, c'est un autre métier. Mais je veux dire, si t'es pas content avec ça, il faut aller jusqu'au bout et monter ta société. Il y a encore des choses à faire, hein, dans ce domaine-là. Donc voilà. Mais non, les éditeurs, pour eux, c'est compliqué. Parce que les éditeurs, en fait, tout particulièrement, ils sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'un éditeur, tant qu'il n'a pas un hit, en fait, à chaque nouvelle sortie, il joue à la roulette russe avec son avenir. Parce que, en fait, il faut bien voir que l'éditeur, c'est lui qui prend le risque financier, c'est pas l'auteur. Quand il lance la fabrication, il la paye cash, ou à 50% s'il a déjà un pied dans le truc, mais souvent il la paye cash. Et en fait, ensuite, elle est vendue au distributeur, mais le distributeur va le payer il va pas tout prendre, il va le payer à 60 jours. Et donc, à un moment donné, pendant un long moment, l'éditeur, il a quand même, il est banquier, quoi. Enfin, il a beaucoup d'argent dehors. Et toute la problématique des petits éditeurs, justement, qui commencent à avoir du succès, c'est qu'en fait, c'est le cash flow. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'argent dehors, même si ça marche. Et donc, du coup, ils ont intérêt que la banque, elle soit derrière et qu'elle les aide. Donc, c'est paradoxal, mais plus ça marche vite pour un petit éditeur et plus financièrement, il est dans une situation compliquée à cause de cette histoire parce qu'il doit produire des quantités de plus en plus grandes, qui lui nécessitent un cash flow de plus en plus important. Et même si les jeux se vendent derrière, le retard par rapport auquel il récupère son argent fait que c'est compliqué. Donc, l'éditeur, il n'est pas, tout particulièrement quand c'est des tout petits éditeurs, il n'est pas dans une situation qui est beaucoup plus enviable que celle de l'auteur, d'autant qu'il doit payer ses salaires, d'autant qu'il doit payer ses locaux, etc. Quand on regarde les chiffres bruts, celui qui fait la plus grosse marge, c'est la boutique. Mais la boutique, en fait, parce qu'elle achète un jeu que tu vas acheter 30 € TTC, elle va l'acheter 15 € hors taxe. Mais déjà, en fait, tu as déjà 6 € qui partent en TVA. Et sur la somme qui reste, qui peut paraître importante, eh ben, une fois que tu as payé ton stock, parce que le stock, ça coûte super cher, une fois que tu as payé tes salariés, une fois que tu as payé ton pas de porte, parce que pour que ta boutique, elle marche, il faut qu'elle soit en centre-ville, etc., ce qui coûte une blinde, etc., que tu as payé l'électricité, le machin, truc, ça, la plupart des boutiques, elles sont sur un équilibre qui est précaire. Alors, évidemment, les grosses boutiques, ça marche très bien pour elles. Et la plupart des boutiques de jeux spécialisés, elles sont sur un équilibre qui est précaire. Et donc, du coup, non, il y a personne qui s'enrichit de façon outrancière. Et quand tu regardes ce que nous, on gagne, en réalité, sur ce que l'éditeur gagne, c'est une somme qui n'est non négligeable. C'est peu pour nous, mais en fait, on coûte déjà relativement cher à l'éditeur, en fait. Ok. J'ai une petite question à te poser par rapport à la création des jeux. Et comme tu disais, donc c'est un amalgame de plein de choses qui, mises ensemble, font que ça marche ou pas. Mais loin de parler de hit, j'aurais juste envie de parler de tes jeux qui ont du succès. Est-ce que tu penses que c'est le fruit du hasard de la rencontre d'une idée avec l'envie du moment auprès du public, ou alors est-ce que c'est plutôt une histoire de coup critique sur un jet de dés de ta part et donc un gros coup de chance qui fait que ce jeu aujourd'hui fonctionne? Ou alors est-ce que c'est l'éditeur qui le transforme de sorte qu'il plaise suffisamment au public? Parce que généralement, mes jeux, j'aime pas trop qu'ils soient transformés. D'accord. En gros, les règles. Enfin, après, sur la charte graphique et tout ça, c'est le travail de l'éditeur et c'est clair, net et précis. Même si j'aime bien être impliqué là-dedans, mais par contre, c'est pas lui qui est en train de développer mon jeu en ce qui concerne les systèmes de règles, etc. On peut en discuter, mais là, c'est vraiment nous qui le faisons, ça. Non, je pense qu'il y a une part de chance, vraiment, qui est loin d'être négligeable. Parce que en fait, il faut, de toute façon, dans ce qu'on fait, je pense que la part de talent, elle est assez faible en réalité. Il faut un peu de talent, mais il faut beaucoup de travail, mais vraiment beaucoup de travail. Et puis après, une part de chance. Donc, je pense qu'il faut 80% de travail. Et puis après, tu as un mix entre 10% de talent et 10% de chance. Moi, je suis pas très talentueux, je suis très besogneux, en fait.
Et c'est ce qui m'a permis de continuer et d'être un peu obstiné sur ce que je fais, parce que j'y crois et parce que j'ai envie de le partager. Et par contre, les circonstances du moment, elles sont essentielles, et ça, tu peux pas le maîtriser. Parce que si je prends par exemple King Domino, s'il sort 1 an avant, c'est le même jeu. Il est ni moins bon, ni meilleur. Par contre, il se retrouve potentiellement face à Codenames. Est-ce que tu penses qu'il gagne le Spiel face à Codenames? Ben, personnellement, peut-être, mais je ne mettrais pas une pièce, tu vois. Et malgré tout, ben, c'est ce qui fait que éventuellement, tu vas passer de 50 000, 60 000 ventes à plus d'1 million aujourd'hui, si tu veux, le fait d'avoir eu cet accélérateur de particules, tu vois. Et ça, tu peux pas du tout le prévoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut absolument pas se préoccuper des prix, des récompenses, du public dans ta création. Il faut faire ce à quoi tu crois, vraiment. Parce que je crois que cette sincérité, de toute façon, à un moment donné, elle se sent d'une façon ou d'une autre. Et puis de toute façon, c'est tellement vain de tenter d'imaginer ce que les gens vont vouloir dans 2 ans qu'il faut faire ce à quoi tu crois. Et puis c'est le meilleur moyen d'être tranquille par rapport à toi-même, en fait. Ok. Tous ceux qui ont tenté de formater des jeux pour gagner le Spiel, ils se sont tous plantés. Et tant mieux. Tout à l'heure, on parlait des difficultés pour trouver des éditeurs ou autres. Est-ce que toi, en tant que Bruno Catala, tu as cette même difficulté ou est-ce qu'ils se disent ah c'est bon, c'est Bruno, on y va les yeux fermés, on lui fait confiance? Alors je veux te dire, déjà, moi j'ai une chance parce que le fait, mais je suis pas le seul, hein, je veux dire, c'est pas le fait d'être Bruno Catala, c'est le fait d'avoir déjà un pied dans le milieu, etc. Ça veut dire que déjà on connaît tout le monde, quasiment, enfin en tout cas beaucoup de monde. Et aujourd'hui, si je décroche mon téléphone ou mon Skype ou peu importe un mail pour avoir un rendez-vous avec un éditeur, j'aurai un rendez-vous avec un éditeur. Et quand je parle avec un éditeur, je parle hors salon. C'est-à-dire que c'est mon métier à temps plein. Je peux prendre, parce que j'estime que ça fait partie de mon job. Si je dois, par exemple, aller rencontrer Bombix parce que j'ai un projet auquel je crois, je vais appeler Erwan et je lui dire, Erwan, voilà, à quel moment vous êtes disponible? Et puis moi, je viens en Bretagne et je vais vous présenter mon projet. Ça les oblige à rien, hein, parce que je peux te garantir qu'ils me disent non régulièrement. Et ils ont bien raison. S'ils y croient pas, il faut. Non, mais s'ils y croient pas, il faut pas qu'ils le fassent. Toi, par exemple, Trek 12, ils l'ont eu entre les mains avant Lumberjack. Et en fait, ils l'ont pas pris. Et ils regrettent pas de pas l'avoir pris, parce qu'en fait, ils auraient pas su en faire ce que ça a été derrière. Tu vois, je veux dire, c'est des histoires de concordance d'envie, en fait. Donc ma chance, enfin mon privilège, c'est de pouvoir rencontrer qui je veux quand je veux, globalement. Et ça a un poids. Ensuite, un éditeur, peu importe l'auteur qu'il a en face de lui, que ce soit moi, que ce soit Knidias, que ce soit Antoine, que ce soit n'importe qui, il ne s'engagera pas sur un projet si lui, il n'y croit pas. Il signera pas simplement sur le nom de l'auteur. Parce que oui, bien sûr, des fans, il y en a quelques-uns, je ne veux pas dire qu'il y en a zéro, qui seraient capables d'acheter tout ce que tu fais. Mais en même temps, c'est trop peu pour justifier de lancer une production. Tu vois, par rapport au risque financier, si on revient au risque financier. Et moi, je vais même te dire dans l'autre sens, c'est que si aujourd'hui, j'ai un éditeur qui vient vers moi en disant, je veux absolument signer, t'as n'importe quel proto, je veux le faire parce que c'est ton nom, et puis etc., moi, ça me donne pas confiance. Parce que je me dis qu'en fait, il a rien compris au métier, en fait. Okay. Donc, parce que où est son envie, où est sa valeur ajoutée, enfin, toi, c'est non. Après, aujourd'hui, moi, j'ai parfois un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que quand, il y a 5, 6, 7 ans, je pouvais signer un petit jeu de cartes, par exemple, un peu malin, un peu sympa, et ben, quand tu as eu derrière ce que le milieu a considéré comme des hits, quand tu as fait un King Domino ou un Seven Wonders Duel, ça m'est déjà arrivé 2 fois avec 2 éditeurs, qu'on me dise, ah ouais, mais ton jeu, il est vachement bien, mais c'est pas King Domino. C'est pas Seven Wonders Duel. Il y a de la comparaison. Et donc, ce jeu-là, que j'aurais signé facilement 5 ans avant, bah, maintenant, c'est plus difficile. Et là, ma réponse, en fait, c'est de dire, bah, si tu veux avoir une chance qu'un jour je te présente un King Domino, peut-être qu'il faut que tu t'engages sur d'autres choses. Parce que sinon, autrement, c'est tes concurrents qui les verront passer, les King Domino, pas toi. Ouais, donc ça, c'est le poids que tu as aujourd'hui. Non, c'est pas un poids, mais je veux dire, c'est une discussion. C'est-à-dire que quand on te fait une remarque aussi désobligeante que ça, en fait, ce que tu me présentes, c'est pas King Domino,
Ben, je réponds d'une façon tout aussi désobligeante. C'est plutôt ça, en fait. J'imagine tout à fait l'éditeur qui dit bah je crois que tu m'as hérité 1 million là. Et du coup, Non, mais du coup, tu leur as ramené Dragomino. surtout que quand on a lancé King Domino, personne ne pouvait imaginer ce que ça allait être. Bien sûr, Voilà, ouais. ça, je Et pense puis, que pour n'importe quel hit, personne n'a pu s'imaginer que ça en serait un. et puis, Exactement. il y a des petits jeux que tu as pu faire qui étaient, je pense à Velomino par exemple, ou qui, Velonimo, c'est une au histoire. départ c'était un petit jeu comme ça qui n'était pas censé se vendre beaucoup, et puis finalement il s'est très très bien vendu, il a été édité de façon un peu plus sérieuse et il s'est bien vendu ensuite. Donc Ouais. au départ c'était pas. Non, mais tu peux jamais savoir, en fait. Et donc, du coup, il faut en avoir, et puis moi, ce qui m'intéresse, là, à nouveau, quand je m'engage avec un éditeur, ce qui m'intéresse, c'est le parcours ensemble. Là aussi, c'est une rencontre, c'est un chemin, c'est une histoire d'amitié. Et voilà, c'est, comme disait l'autre, le jeu, c'est des rencontres, hein. La vie, c'est des Bien rencontres. sûr. Et ça, c'est important. Et pour moi, dans le parcours de vie de mes jeux, bah, cette rencontre-là avec l'éditeur, elle est importante, vraiment. Le travail qu'on a avec les catch-up, le travail avec les Lumberjacks, la relation avec Timothée de chez Blue Orange, où on se connaît maintenant depuis fort longtemps. Pareil, la relation avec Bombix, enfin, etc., etc. Mais ça, pour moi, c'est particulièrement important. J'y tiens beaucoup, en fait. Donc, faire un jeu pour faire un jeu, ça n'a pas de sens. Donc, Avec David de The Flying Games, avec qui tu as fait pas mal de jeux. Bah, tout à fait, bien sûr. Hein. Et du coup, dans cette grande liste de jeux que tu as énormément aussi de collaborations avec d'autres auteurs, soit des collaborations directes, soit des reprises de jeux existants ou d'univers existants pour recréer des nouveaux jeux, comme Seven Alors, Wonders Duel par exemple ou Nicodemus. Est-ce que alors oui, mais Nicodemus, ouais, c'est particulier. Enfin, c'est ok. Seven Wonders Duel et Nicodemus, c'est deux choses très différentes. Ouais. ouais, est-ce que c'est plutôt toi qui as tendance à avoir une idée, une envie et à aller voir les personnes pour créer ce jeu, ou est-ce qu'on vient te chercher pour faire quelque chose de différent avec et créer ces nouveaux jeux qui en découlent? Les deux. Ça dépend vraiment des projets. Sur Seven Wonders Duel, c'est Antoine qui vient vers moi, clairement. Et bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais avec en plus, comment dire, l'arrière-pensée de se dire que si jamais on va jusqu'au bout et que ça se fait, peut-être que ça va m'aider à me sortir de la merde, en fait. Donc il y a une volonté chez lui de tendre la main et de finalement de m'aider financièrement quand il me propose la collaboration sur Seven Wonders Duel. Et en même temps, il se dit aussi que peut-être que sur les jeux à deux, je suis pas forcément le plus mal placé pour pour y aller avec lui. Donc là, puis Seven Wonders Duel. Donc là, Seven Wonders pour moi, c'est une licence. Et donc là, c'est lui qui vient vers moi pour travailler sur sa licence. Et donc après, on travaille évidemment ensemble. Hein. C'est pas un jeu que j'ai fait de mon côté, c'est un jeu qu'on a fait vraiment ensemble. Nicodemus, c'est très différent en fait. Nicodemus, c'est Florian avec qui j'ai fait déjà, comment dire, je vais y arriver, Imaginarium, qui a une idée, un embryon d'idée de jeu de cartes. Et puis du coup, il me propose, on bosse ensemble, le jeu, on le développe dans un univers qui n'a rien à voir avec Nicodemus, mais vraiment rien à voir. En fait, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus de type Star Wars Firefly. Donc, toi, c'est oui, effectivement, rien à voir. rien du tout. Et puis tout marche, si tu veux, tout marche, ça marche. Enfin, je parle mécaniquement, ludiquement, au niveau des parties, tout fonctionne, mais en même temps, on n'est pas totalement convaincu par, même si la thématique elle nous plaît énormément, on n'est pas convaincu par l'adéquation justement entre ce qu'on raconte, entre ce qu'on vit ludiquement, enfin au niveau des mécaniques, et l'histoire qu'on essaye de raconter. En fait, ça marche, mais ça marche un peu au forceps. Et puis en fait, en réanalysant le projet, on se rend compte que quelque part, l'expérience de jeu, elle est relativement similaire à l'expérience de jeu d'Imaginarium. Enfin, il y a des similitudes entre les deux. À la fois, c'est différent, mais à la fois, il y a un air de famille. Et du coup, on se dit, mais en fait, il faut faire le jeu à deux dans cet univers-là, en fait. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait. Et à partir du moment où on le présente de cette façon-là, Bombix, ils nous disent, ah, mais ouais, mais ça, c'est super, on y va. Donc, c'était pas une volonté, à la base, de travailler dans cet univers-là. C'est venu après. Initialement, c'était un jeu qui avait rien à voir.
Et après, pour revenir sur les collaborations, pour moi, c'est une chance énorme, en fait, toutes ces collaborations, vraiment. Parce que quand j'ai commencé à faire des jeux, mon ambition, c'était pas de faire un jeu, c'était de faire des jeux. Et en fait, j'ai toujours pensé, parce que comme je m'y suis mis tard, j'avais eu l'occasion de beaucoup réfléchir avant à tout ça. Et je pense qu'un auteur littéraire, en fait, il écrit le même roman toute sa vie. Il y a des variations, évidemment, les histoires sont pas les mêmes, mais les trames de fond, les sujets récurrents reviennent de façon obsédante encore et encore. Et je pense que pour un auteur de jeu, c'est pareil. À un moment donné, tu as beau vouloir sortir de ta zone de confort en disant aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très différent. Bah non, ton cerveau, il te ramène là où il sait aller, en fait. Et du coup, c'était conscientisé d'emblée de me dire, il faut pas que je reste seul. Si je veux durer, si je veux progresser, il faut que je travaille en collaboration entre d'autres, avec d'autres. Il faut que j'alterne les deux, en fait. Il faut que je fasse mon propre taf tout seul, et il faut aussi que je puisse faire des collaborations. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui me vient de mon ancien métier, parce que quand tu fais de la recherche et développement, certes, t'es maître d'œuvre, enfin, t'es chef de tes études, etc., mais tu bosses jamais tout seul. Parce que toi, t'es pas l'hyper spécialiste de tous les domaines annexes dont tu as besoin. Donc, en fait, c'est souvent du travail en collaboration, et puis ça, cette écoute, le fait de se faire secouer la tête par d'autres personnes, c'est quand même très, très riche. Alors, c'est pas toujours simple, hein, je veux dire, mais par contre, en tout cas, moi, je sais que ça m'a permis d'aller explorer des endroits où je serais jamais allé tout seul. Enfin, et puis aujourd'hui, quand j'ai la chance que ça soit des plus jeunes auteurs qui viennent vers moi, comme Corentin, Théo, etc., ça va aussi m'amener des univers sur lesquels le vieux con que je suis ne serait pas forcément allé naturellement. Comme dit le dicton, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Ouais, et puis après, en même temps, le dicton dit aussi que le couple, parce que finalement, travailler en co-autorat, c'est une histoire de couple. Le couple, c'est aussi résoudre à deux des problèmes que tu aurais jamais eu pas eu tout seul, exactement. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Est-ce que cette expérience que tu as acquise au fil des années de création de jeux et de collaboration avec de jeunes auteurs, est-ce que ça t'a déjà donné envie de créer une sorte de masterclass où tu pourrais apporter ton expérience et ton savoir pour aider les néo-auteurs à éviter des écueils, des erreurs, à aller plus vite? Alors en réalité, je le fais, mais je le fais pas de façon formalisée. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, on va dire, je reçois une proposition par semaine. Enfin, une proposition, pas de co-autorat, mais de gens qui vont me demander des conseils. Et donc, je vais lire des règles, je vais faire des retours en disant bien qu'attention, moi, je détiens pas la vérité, mais je vais donner mon regard. Et quand je dis des choses entre guillemets négatives qui sont pas forcément ce que la personne a envie d'entendre, hein, nécessairement, je fais très attention parce que je sais à quel point la plupart des personnes y ont mis beaucoup d'eux-mêmes et que ça peut effectivement faire très mal. Et du coup, j'essaye toujours de donner des pistes, en fait. Pas me substituer à l'autre, hein, mais simplement, si je dis quelque chose, ça, c'est moyen, dire, mais tu pourrais peut-être aller là-bas, ou, enfin, tu vois, enfin, voilà. Et donc, ce travail-là, entre guillemets, de partage, finalement, d'expérience, en étant toujours très très clair sur le fait qu'un auteur, c'est quelqu'un qui doit savoir écouter dans l'ensemble des retours qui lui sont faits, et qui que ce soit qui les fait, qu'est-ce qu'il doit absolument prendre en compte, parce que ça fait écho à la petite musique que tu n'as pas envie d'entendre dans ta tête et qui te dit ouais, ça c'est quand même pas terrible. Ah oui, mais dans 90% des cas ça marche. Oui, mais quand même, ça c'est quand même pas terrible. Ça, t'as pas envie. Donc quand quelqu'un te fait un retour qui vient appuyer là-dessus, écoute-le et puis travaille ton jeu. Et puis après, il y a aussi tout un tas de retours qui emmèneraient le jeu ailleurs. Il serait ni mieux ni moins bien, il serait simplement autrement. Donc ça, il faut oublier ça. Donc après, l'auteur en face, il doit faire le tri en fait. Mais si ça peut l'aider, si ce que je lui dis peut l'aider, ben j'en suis ravi, quoi. Toi, j'ai envoyé un mail ce matin. Enfin, j'en ai 2 en attente, enfin, parce que ça me prend du temps tout ça. Donc néo-auteur, calmez-vous sur les contacts. Il est très occupé. Voilà. On a une question de l'une de tes plus grandes fans, Wonder Amy. Est-ce que du coup tu préfères développer seul ou bien à plusieurs mains? Non, j'imagine. C'est essentiel pour moi d'alterner les deux. Je tiens absolument à conserver des jeux solo, enfin tout seul en tout cas, moi, et d'alterner avec de la co-création. J'ai pas une préférence, c'est 2 plaisirs différents. Moi, ce qui me plaît le plus quand on fait une co-création, c'est quand tu as un succès, en fait. Parce que quand tu as un succès tout seul, ben, tu es content tout seul. Et puis quand tu partages un chemin avec du succès avec quelqu'un d'autre, c'est quand même beaucoup plus gratifiant, le fait de se retrouver, d'avoir les yeux qui brillent, de dire putain on l'a fait, c'est voilà.
Ça c'est ce que je préfère. Il y a une autre question de WonderMe qu'on a un peu zappé là, c'est tu disais tout à l'heure que tu venais et que t'aimais pas trop qu'on retouche tes jeux, etc. T'arrives avec un jeu quasi prêt, enfin clé en main en tout cas chez l'éditeur. Est-ce que tu arrives aussi avec l'illustrateur ou tu laisses ce Non. choix à l'éditeur? Non, alors de façon, si on fait très clairement le partage des tâches, la mécanique, c'est le travail de l'auteur. Comment dire, la charte graphique, les choix des matériaux, etc., c'est le travail de l'éditeur, puisque là, il y a la notion des coûts, puis il y a la notion aussi de son image à lui. Tu vois, il va avoir sa charte graphique, etc. Et la thématique, ça, elle doit faire l'objet d'un consensus entre l'auteur et l'éditeur. C'est-à-dire que moi, je peux arriver avec une thématique que l'éditeur n'a pas envie de faire, même si le jeu lui plaît énormément. Par exemple, Yamatai, c'était, ou même Five Tribes d'ailleurs. Ces deux jeux-là, ma thématique initiale, c'était une thématique d'Égypte antique, dans les deux cas. Et en fait, l'éditeur, chez Days, il faisait à l'époque un jeu par an, et ils avaient déjà fait un jeu sur l'Égypte antique, et en plus, c'était un jeu à moi, puisque c'était Cléopâtre et la société des architectes. Et donc, du coup, ils m'ont dit le jeu, oui, mais par contre, on trouve une autre thématique. Donc, on a réfléchi ensemble et on a eu un consensus pour les 1001 nuits pour Five Tribes et puis pour cette île mystérieuse, etc., pour Yamatai. Et qui est des thématiques qui, moi, me convenaient parfaitement, si tu veux. Voilà. Et par contre, voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on réussit à être impliqué. Donc, moi, je suis toujours ouvert, si nécessaire, à bouger la proposition avec laquelle j'arrive pour aller plus vers tel type de public ou plus vers tel type de public, mais à condition que ce soit moi qui le conduise. Et puis, j'aime bien quand l'éditeur, il me laisse m'impliquer un petit peu en ce qui concerne la charte graphique. C'est-à-dire que c'est lui qui a le final cut, mais j'aime bien être impliqué sur le choix de l'illustrateur et tout ça. Mais même si, comment dire, si je le suis pas, je respecte ça totalement. Parce que ça, c'est son domaine à lui. Typiquement, Imaginarium, moi, j'ai été excessivement surpris quand Bombix est venu avec cette charte graphique-là, que j'attendais absolument pas du tout, tu vois, par rapport, je l'imaginais pas une seconde. Et au début, je vais être très, très sincère, hein, au début, j'ai été, pas choqué, c'est pas le mot, mais j'ai été vraiment surpris, interloqué, et puis je me suis dit, ben, j'y crois pas, en fait. Enfin, j'arrive pas. J'avais tellement imaginé autrement le jeu que j'arrivais pas. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis allé sur le site de cet illustrateur-là et j'ai reconstruit avec des images qui étaient forcément pas idéales, mais j'ai reconstruit un prototype complet sur la base de ce type d'univers-là. Et j'ai fait une partie à la maison, puis à la fin, je me suis dit, ouais, ils ont raison. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et en particulier, il faut faire ça parce que c'est un jeu qui, de toute façon, est unique sur les étals des boutiques qui sont de plus en plus surchargés, mais au moins celui-là, tu l'identifies directement. Tu peux rester en dehors, ça peut ne pas te plaire. Mais moi, je préfère avoir une DA segmentante, mais de qualité, plutôt que d'avoir un truc passe-partout qui ressemble à la boîte d'à côté. Bien sûr. Tu l'as évoqué au tout début du live par rapport au nom de votre studio. Tu as créé en 2004 une société qui s'appelle Entrejeux. Est-ce que c'était une envie, un besoin de diversifier, de créer des jeux pour le monde un peu de l'entreprise, ou est-ce que c'est parce qu'on est venu vers toi, les entreprises sont venues vers toi pour que tu leur crées des jeux? Donc, en fait, ça a été une nécessité de créer une entreprise déjà pour pouvoir à la fois, enfin, pour pouvoir percevoir les revenus qui venaient des différentes activités que je pouvais proposer sous un même chapeau et pouvoir ensuite être réglo par rapport à l'URSSAF, l'assurance maladie, enfin la retraite, tout ce qu'on veut, etc. Et donc du coup, en fait, ma société, bon, il faut voir quand je perds mon emploi en 2004, c'est un choc, hein, parce que c'est un vrai choc. J'ai bossé 18 ans dans la même boîte. Les matériaux avec lesquels aujourd'hui, 18 ans plus tard, ils font 60-80% du chiffre d'affaires, c'est des matériaux que j'ai inventés moi, si tu veux. Donc j'avais les clés, j'y retournais la nuit, enfin j'étais chez moi quoi. Et puis en fait, le 31 mars, on fait un exercice record. Le 1er avril, j'ai ma lettre de licenciement
parce que en fait, l'exercice fiscal qui va venir est moins en hausse, et donc le seul moyen pour les actionnaires de montrer que leurs actions, ça va prendre encore plus, c'est de limiter la masse salariale. Donc il fallait virer 2 cadres. Donc on était 10, toi, ça fait quand même, voilà. Bref, donc je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain, enfin professionnellement parlant, j'entends. Hein. Parce qu'en fait, je reçois ma lettre le jeudi, et le vendredi soir, on me dit vous revenez pas, hein, le préavis, vous allez le faire chez vous, en fait, ça sera mieux. Donc c'est hyper violent. Et du coup là, je me dis je fais quoi? Donc du coup j'essaye de réfléchir à qu'est-ce que je sais faire en dehors de cette activité-là. Ben en fait j'ai envie, et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? Je sais faire des jeux, j'ai envie de faire des jeux, je sais faire un peu de théâtre, j'ai envie de faire du théâtre d'entreprise, jeux d'entreprise. Je me dis je suis conscient qu'avec les royalties de toute façon je vivrai pas, en tout cas pas à court terme. Et donc du coup il faut que je me diversifie. Donc je monte une entreprise qui me permet de proposer du théâtre d'entreprise, des jeux d'entreprise, de l'animation, de la vente. Ma société, elle peut même éditer, elle peut distribuer, elle est formatée comme ça depuis le début. Et puis il faut lui donner un nom. À ce moment-là, ce que je connais le mieux, c'est le monde de l'entreprise. Ce que je connais le mieux, c'est le monde du jeu. Donc entre jeux, le jeu au service de l'entreprise. Donc c'est comme ça que le nom vient. Et puis après, j'ai lancé tout un tas de pistes. J'ai bossé comme un malade en faisant plein de trucs différents. Et puis finalement, après, je me suis concentré sur là où j'ai eu les retours les plus rapides, en fait. Il y a d'autres choses qui auraient pu marcher, mais qui auraient mis plus de temps, etc. Et puis en fait, par simplification et puis par nécessité, voilà, je me suis concentré après sur ce qui a répondu le plus vite. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que le monde de l'entreprise en fait a répondu présent très vite. C'est ce qui m'a permis de vivre au début. Hein, clairement, c'est pas mes royalties, c'est les jeux que j'ai faits pour des sociétés privées. Parce que là déjà, quand tu signes un contrat, tu vas déjà faire toi payer la moitié pour commencer. Donc voilà. Et t'attends pas 2 ans et demi avant d'avoir tes premiers revenus, quoi. Donc après, c'était beaucoup de stress aussi parce que quand tu sors d'un entretien avec EDF, par exemple, et puis que tu as promis quelque chose et puis qu'on s'est mis d'accord sur une somme, et quand tu rentres chez toi, tu te dis je sais même pas par quoi je vais commencer. C'est un peu chaud, quoi, tu vois, voilà. Mais bon, ça s'est bien passé, et puis je regrette pas ça du tout parce qu'il y a eu des belles histoires derrière aussi. King Domino, il naît comme ça, hein. Le premier King Domino, je le fais pour une station de ski. C'est pas un jeu qui est destiné au marché du jeu de société à la base. Donc voilà. Ça m'a aussi, le fait de travailler en boutique, ça m'a fait changer complètement ma vision des jeux, en fait. Ça a été, je pense, salutaire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point ce qui pouvait être évident, vraiment évident pour l'ensemble d'entre nous qui avons l'habitude de jouer à des jeux, etc., c'était déjà une montagne de complexité pour 80% de la population qui rentre dans une boutique de jeux. Et donc, ça m'empêche pas de continuer à faire des jeux complexes quand je veux faire des jeux complexes, mais comme le dit le grand sage Antoine Bozard, une règle est une règle de trop. Donc, tout ce qu'on peut éliminer, il faut l'éliminer, en fait. Il faut aller à la simplicité, et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que simplicité des règles ne veut pas forcément dire aucune profondeur stratégique, aucune richesse dans le gameplay. Et la clé, elle est quand même là, en fait. Faire des jeux compliqués, faire des jeux complexes, en fait, c'est simple. C'est-à-dire qu'il suffit d'être laborieux et d'y mettre tout le temps nécessaire. Tu vas disposer de tout un tas de paramètres que laborieusement, tu vas faire varier, etc., jusqu'à obtenir la réponse que tu veux, tu vois. Mais tu as un système de règles complexe. Mais par contre, quand tu peux aller à l'épure, avec des règles très simples, et que pour autant, dans la tête du joueur, il se passe plein de choix et de trucs, etc., alors là, c'est un peu magique. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, je réussis pas nécessairement, mais dans mon Graal à moi, c'est ça, en fait. On a une question de Céteris dans le chat. Bruno, est-ce que tu penses que les applications sont une belle promesse pour créer des jeux de plateau? Donc applications mobiles, et j'imagine. Alors, une application qui permettrait de créer des jeux? Alors, est-ce que les jeux à application ou assistés par smartphone sont une promesse d'avenir pour les jeux de société? Je sais pas si c'est une promesse. En tout cas, c'est un support différent qui va permettre de faire d'autres choses, et ça ouvre un pan de choses qui n'étaient pas possibles autrement. Donc ouais. Après, il y aura peut-être des trucs avec de la VR en parallèle
enfin, etc. Enfin voilà, ça ouvre, en fait, ça ouvre le champ des possibles. Donc tout ce qui ouvre le champ des possibles, c'est jamais mal. Après, moi, je suis plus mesuré sur mon envie à moi d'aller sur ce champ-là, tout simplement parce que moi, ce que j'aime, par exemple, c'est reprendre un jeu que j'ai adoré dans les années 80 et puis y rejouer maintenant. Ben, tous les jeux qui ont une application d'aujourd'hui, dans 40 ans, je pense que tu les joueras pas, hein. Parce qu'il y aura pas eu la maintenance des systèmes d'exploitation, de ci, de ça, etc. Et qu'il y a toutes les chances que, en fait, ça sera devenu obsolète, quoi. Bah, je ne sais pas. Moi, je Ouais. reprends à genre de ça, j'ai toujours un exemple, hein, c'est les vieux jeux style Atmosphere ou genre de jeu qui étaient sur des cachettes VHS et où aujourd'hui plus personne n'a un magnétoscope, mais on a YouTube et les vidéos sont disponibles sur YouTube, donc on peut toujours jouer à ces jeux en fait. Ouais, puis il Donc, ressort, là, je sais pas si t'as vu. oui, Tout à oui, là il fait, ouais. ressort en Kickstarter, mais une belle arnaque ça. Ne parlons pas du sujet. Quand on ressort un jeu à l'identique et qu'on essaye de le vendre deux fois à trois fois plus cher, enfin bon. Ouais, moi, j'ai même pas vu ce que ça coûtait. J'ai juste vu qu'il y avait une volonté de. C'est rigolo. Non, mais je pense que enfin, cette obsolescence-là, moi, technologique, enfin, du coup, ça m'embête un peu. Je dis pas que c'est mal, hein, attention, hein. Moi, par exemple, je suis le premier à jouer à Unlock et puis à être ravi de jouer à Unlock, tu vois, par exemple. Et qui nécessite En plus, ouais. effectivement l'application pour le jouer. Mais voilà, moi, pour moi, du coup, c'est plus un frein en tant qu'auteur d'aller sur ce domaine-là. D'autant qu'en plus, du coup, il y a une question d'autonomie. C'est-à-dire que si je voulais concevoir un jeu de ce type-là, moi, je n'ai pas les compétences pour faire la programmation. Ouais, Et donc, ouais. ça voudrait dire que d'emblée, il faut que je sois adossé à quelqu'un qui va faire ça, etc., etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Par contre, quand je dis ça, je le dis pas comme quelque chose de mal. C'est très, très bien, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, moi, en tout cas. Ok. Mais du coup, ça va avec une question tout à l'heure qu'on a eu de GameStef qui demandait si tu penses que c'est de plus en plus compliqué de garder un jeu en avant avec le nombre de jeux maintenant qui sortent tous les ans qui est devenu, enfin c'est pléthorique. Et maintenant on a tendance à voir un jeu, on en parle, il y a une hype pendant 6 mois, 6-8 mois, et puis après on n'entend plus du tout parler. Moi, Pour les gros jeux, aujourd'hui, oui, certains de quelques semaines, quand, mais quand tu as un jeu qui sort, quand tu as un jeu à toi qui sort, en fait, si dans les 15 jours qui suivent, allez, 3-4 semaines, grand maximum, il n'a pas eu du réassort en boutique, c'est fini. Donc oui, c'est effrayant, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, on va pas empêcher les gens de créer, on va pas les empêcher de sortir des jeux. Pour les boutiques, c'est excessivement complexe parce qu'avec sur la fin d'année, il y avait quasiment 30 sorties par semaine. Enfin, pour elles, donner le conseil, ça devient compliqué puisqu'elles n'ont même pas la capacité humaine à pouvoir intégrer 30 nouvelles règles par semaine et puis être capable de les expliquer aux gens et puis à leur donner le conseil et tout ça. Donc forcément, il y a des raccourcis qui se font. Il y a des jeux. Aujourd'hui, quand tu signes un jeu, bah, c'est pas pour autant qu'il va atteindre les boutiques. Parce que donc du coup, oui, c'est très compliqué, ouais. Et donc, cette partie de communication, en fait, au sens large, mais y compris dans le métier de l'auteur, hein, parce que moi, j'estime que la communication fait partie du job de l'auteur. En fait, ça, c'est mon credo à moi, hein. On n'est pas obligé de le partager, mais en tout cas, c'est dans ma façon de concevoir cette activité-là, pour moi, c'est partie intégrante. Ben, je ne peux que constater que dans mon job quotidien, c'est une part qui prend beaucoup plus d'importance aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et que cette part, elle ne fait que croître chaque année, en fait. Mhm. ok. Vous me Il y dites a hein, si je réponds pas aux questions. Hein. Non, 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 si. c'est. Il y a GameStuff qui demande est-ce que tu as idée si un jour les jeux de société pourraient rentrer officiellement dans le parcours scolaire de l'apprentissage de certaines matières? Et moi, je transforme un peu la question, c'est est-ce que les serious games sont vraiment si fun que ça? Alors déjà, il faut savoir que dans le domaine du serious game, il y a quand même beaucoup de gens qui te vendent de la merde, quoi. Non, mais c'est déjà rien que le fait de les avoir appelés serious games, c'est fait pour leurrer les gens, en fait. On va quand même pas dire que c'est un jeu, tu vois. Ça serait quand même grave de jouer en entreprise. Donc il faut que ça soit serious. Parce que là, d'un seul coup, puis d'un piquant pour avoir été confronté à ça, puis voir des projets parfois qu'on propose
Des industriels, en fait, ils sont tout contents parce que tu as un truc à moitié informatique, tu cliques sur un bouton, tu as une éolienne qui tourne, youhou, c'est super. Donc, non, t'as vraiment beaucoup de n'importe quoi à l'intérieur de ça, mais qui est enrobé avec des grands mots de communication, de team building, de machin, de trucs, etc. Donc, bon, bref. Il y a vraiment à boire et à manger là-dedans, quoi. Après, il y a des choses très, très bien aussi, hein. Donc, ouais, c'était quoi la question? C'était plutôt par rapport à l'école et Ah aux oui. apprentissages. Moi, je pense que de toute façon, le jeu, enfin, le ludique plutôt, a toujours fait partie de l'apprentissage à l'école. Moi, j'en veux pour preuve que je suis fils d'enseignant. Mes parents étaient instituteurs, donc dans une école de village, il y avait 2 classes, celle de ma mère, celle de mon père. Donc moi, je suis allé à l'école la première fois de ma vie. En plus, on habitait dans l'école. Je suis allé à l'école la première fois de ma vie quand je suis parti en 6e, quoi, parce que jusque-là, j'étais chez moi. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que je voyais ma mère et mon père préparer la classe le soir. Et en fait, ils préparaient, en particulier pour les maths, ils préparaient des jeux mathématiques qui faisaient eux, en fait, comme ça. Donc, en fin de compte, l'enseignant, de façon naturelle, dans son taf, il utilise des artifices ludiques pour intéresser les élèves. Donc, voilà. Après, moi, je trouve que c'est très bien quand ça reste à ce stade-là. On n'est pas obligé de faire des jeux éducatifs. Enfin, comment dire, le jeu est éducatif par nature, si tu veux. Moi, quand je travaillais en boutique, quand j'avais une grand-mère, une mamie qui venait me voir en me disant « Je voudrais un jeu pour mon petit-fils, mais il faudrait que ce soit éducatif », je lui dis « Vous pouvez pas lui foutre la paix 2 minutes, en fait ? Il est déjà à l'école toute la journée. Vous pensez vraiment que le soir, il a envie de retourner à l'école ? Proposez-lui tel jeu. Là, en fait, il va même pas s'en rendre compte, mais là, il va faire des maths, il va faire du français, il va faire ci, il va faire… Enfin, voilà. Il va apprendre des compétences sociales, peut-être qu'on lui enseigne pas forcément. Et donc, du coup, le jeu est éducatif par nature pour moi. Donc, et les enseignants savent très bien, de façon naturelle, ils savent très bien identifier dans les jeux existants ceux qui vont pouvoir détourner parfois un peu pour les besoins qu'ils ont en classe. Ils le font. Et d'ailleurs, tu as un réseau qui s'appelle le réseau Canopé, d'ailleurs, qui utilise ça et qui fait des fiches et qui va donner des conseils aux enseignants et tout ça sur la base de jeux existants. Alors, il y a aussi un groupe, là je suis en train de regarder dans mes mails, et là je vais pas le retrouver tout de suite. Un groupe qui propose d'adapter des règles de jeux de société lambda, enfin qu'on trouve en commerce, à l'adresse des enseignants. Pour pouvoir, ils les adaptent, ils adaptent les règles et ils proposent des fiches méthodologiques pour être proposées en classe. Oui, bah, il y a plein. Et voilà, c'est très très bien ça. Et puis, tu as beaucoup de choses à faire pour le jeu et le handicap, par exemple. Ma compagne, elle, par exemple, elle utilise des jeux de société. Bon, elle fait du jeu aussi. Elle utilise des jeux de société, par exemple, avec des jeunes autistes. Et elle a des résultats qui sont hallucinants, mais vraiment hallucinants. Parce que quand un gamin qui jusque-là n'était rentré en contact avec personne, etc., il commence à jouer et à rejouer avec 2 de ses camarades, et puis qui commence à lui dire un mot, puis à lui prendre la main, c'est des choses qui étaient impossibles 2 semaines avant. Tu te dis, ouais, quand même, le jeu, c'est… Enfin voilà. Par contre, c'est pas à mettre… Enfin, comment dire, ça doit être utilisé par des gens qui ont la compétence de l'encadrement du travail avec le public avec lequel ils sont. Parce que sinon, c'est pas, si toi tu t'improvises à faire ça, tu auras des résultats, enfin tu seras pas capable de le faire correctement. Donc c'est pour ça que les enseignants, c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir comment ils peuvent utiliser tel ou tel jeu dans leur contexte, que les gens qui vont accompagner des publics un peu difficiles, c'est pareil de la même façon. Et donc il leur faut une compétence ludique, de connaissance des jeux de société, et leur compétence majeure principale qui est celle de l'encadrement du public avec lequel ils sont. Et là, quand ces 2 trucs sont réunis, alors tu as d'excellents résultats. Mais le jeu qui fait papa-maman dans une boîte et puis tu n'as plus qu'à sortir et puis à utiliser, ça, j'y crois pas des masses. Il faut la compétence pédagogique adaptée au public cible. Et ça, celle-là, cette compétence-là, elle n'est pas dans la boîte, elle est dans celui qui utilise l'outil, en fait. Le site dont je parlais, c'est un jeu dans ma classe. Je vous mets le lien sur le. Ouais, non, mais c'est des super initiatives, hein. De toute façon, voilà. Il y a une remarque d'Altaripa 4 qui rejoint une question que j'avais envie de te poser. Tu as fait Mo Access avec l'association Access 6 Jeux.
Est-ce que l'adaptation des jeux de société à l'adresse des personnes en situation de handicap, ça t'intéresse? Et en quoi un auteur qui n'est pas en situation de handicap peut créer des jeux qui sont accessibles? Bah, déjà, oui, ça m'intéresse forcément. Alors déjà, premièrement, Accessi Jeux, moi j'ai été parrain d'association, ils étaient venus vers moi par rapport à ça, donc je les ai rencontrés. C'était évidemment très intéressant de les rencontrer. Et puis là, on parle d'un handicap qui est celui des malvoyants, qui en plus, on est tous concernés. Parce que tu vois, ça par exemple, enfin, je sais pas où elles sont, je les ai rangées, mes lunettes, tu vois, maintenant ça devient un peu plus compliqué pour moi, mais à ce stade-là, c'est la presbytie enfin, classique. Mais ma grand-mère, ma propre grand-mère, elle a passé les 15 dernières années de sa vie à ne pas voir. Et donc nécessairement, pouvoir proposer à des gens de conserver des activités ludiques, valorisantes, intéressantes, bah, nécessairement, j'ai pu voir dans mon contexte personnel à quel point c'était salvateur. Et donc forcément, quand ils m'ont proposé d'adapter mots, attention, l'adaptation, c'est eux qui l'ont faite, hein, parce que moi, je suis pas compétent pour savoir ce qu'un malvoyant peut voir, enfin peut comprendre, ne pas comprendre, le braille, je maîtrise pas et tout ça. Mais par contre, on a bossé ensemble, et du coup, ça m'a énormément intéressé. Aujourd'hui, par exemple, bah justement du fait de ma compagne, je suis sensibilisé à d'autres types de handicaps auxquels j'avais jamais été confronté avant. Et le fait de comprendre au travers de l'expérience qu'elle me restitue, qu'est-ce qui va être important, intéressant par rapport à tel ou tel type de public, et ben là, en fait, ça me donne envie de lui proposer des choses. Et en fait, pour l'instant, moi, je lui propose des jeux que je construis moi, mais qu'elle utilise elle uniquement dans son cadre de travail. Et petit à petit, et en fait, et c'est elle qui me dit les retours et éventuellement on adapte. Enfin, tu vois, et donc du coup, là, moi, je peux être en empathie par rapport à la personne qui a un besoin. C'est comme quand je fais un jeu sur cahier des charges pour une entreprise. Quand je fais un jeu sur la transmission des consignes dans les centrales nucléaires, c'est pas moi qui suis le mieux placé sur le truc. Par contre, je peux comprendre quelle est la problématique et tenter de proposer des éléments qui vont répondre à cette problématique-là. Ben, par rapport à un jeu spécifique sur tel ou tel type de handicap, ça peut être la même chose, mais sachant que là, j'ai besoin de travailler avec des gens dont c'est le métier. Je vais pas le faire de moi-même comme ça. Je vais les écouter, je vais comprendre leurs besoins, je vais faire des propositions. Ces propositions, elles vont être validées, pas validées, acceptées, elles vont être testées, et puis bah, après, c'est un travail collégial. par itération successive, comme tout travail de playtest, en fait. Ouais, chacun amène sa spécialisation. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais comment dire, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de façon, enfin, comment dire, je le fais pas dans une optique commerciale. Je le fais dans une optique parce que je trouve ça trop chouette de me dire que en fait ça a servi à des personnes en difficulté et puis que ça les a aidés en fait à un moment donné. Donc ça, je trouve ça cool, quoi. Et est-ce que dans la création de tes jeux de tous les jours, est-ce que du coup, est-ce que tu penses à l'accessibilité de tes jeux du coup, avec ces sensibilités-là dans ta création de tous les jours? Alors ça fait longtemps, même si c'est pas vrai, même si certains de mes jeux sont totalement discutables sur ce plan-là, mais ça fait longtemps que j'y pense sur le plan du daltonisme. Mmh. Tout simplement parce que dans mon entourage aussi, parmi mes playtesters, j'ai des daltoniens. Et donc à un moment donné, ben, quand moi je fais mon prototype, si eux ils peuvent pas jouer, c'est quand même un problème. C'est normal. Donc voilà, après ces expériences-là successives que je suis en train de mettre en place là, aujourd'hui je sais pas identifier en quoi elles influent éventuellement mon game design. Mais par contre, dans la mesure où c'est mon chemin de vie, etc., enfin, c'est évident que d'une façon ou d'une autre, ça doit avoir des effets, mais je suis pas capable de les mesurer. Je sais pas, en tout cas, c'est pas, jusque là, ça n'a pas été conscientisé de me dire, ah tiens, ça, j'ai eu cette idée-là, où là, je vais faire attention à ça parce que, tu vois, c'est en dehors de l'aspect vraiment visuel des couleurs et puis des formes et tout ça. Je sais que on avait posé la question
je crois que c'était sur un live de Trick Track à Antoine Boza qui disait que ouais, pour les daltoniens, il utilisait un site qui permettait de tester les couleurs de ses protos pour être sûr que ça passe pour les daltoniens. Bah, tout à fait. Non, mais ça même sur t'as un logiciel, je sais plus lequel. Enfin bref, t'as des logiciels qui te permettent les deux types majeurs de daltonisme et de voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je sais que j'utilise ça un peu. Et puis parfois, je te dis, j'ai quelques daltoniens dans mon entourage et des fois, je leur envoie des images en disant comment vous jugez ça. Et puis après, en fonction des retours, tout ça. Puis après, tu répercutes sur l'éditeur, mais l'éditeur, des fois, Ok. je dirais pas qu'il s'en fout, mais c'est pas arrivé. Je sais pas si Arnaud t'as encore des questions. Non. Sinon, plein. Non, parce que bon, je vois l'heure qui commence à tourner un petit peu après. Moi, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme vous voulez, quand vous voulez. Hein, donc, ouais. Ok. Bah, si t'en as encore une, vas-y. Alors, moi, j'avais quelques questions sur les jeux qui arrivent, là. Parce qu'on là, on a parlé beaucoup de game design, de travail d'auteur, mais... C'était un peu. Ok. Pardon? Du coup, c'était ma question. Bah, vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Voilà, moi, j'ai envie de plus de Trek 12, donc est-ce que il y aura plus de Trek 12 après la boîte qui est Amazonie qui est sortie récemment? Est-ce que vous avez prévu d'en sortir d'autres? Ouais. Alors, avec Corentin Lebras, nous travaillons actuellement sur un nouveau Trek 12 qui sera pareil de différent, comme aurait dit notre ami Monsieur Fall. À savoir qu'on va retrouver ce que j'appelle le Trek 12 Game System, c'est-à-dire tu lances 2 dés et puis tu peux faire le min, le max, la somme, la différence, la multiplication. Mais ça sera au service de quelque chose de très différent de ce que vous connaissez sur Trek 12 Himalaya et Trek 12 Amazonie. Ça sera très différent parce que déjà, ça va être un jeu d'affrontement, donc ça va être un 2 joueurs. Et à ce stade-là, c'est difficile d'en dire plus parce qu'on est en plein développement, enfin même si on sait exactement où on va, mais on est en plein développement. La thématique, elle commence à être posée. On sait que le jeu va s'appeler Lumen. Et puis on sait que c'est Vincent Dutray qui va l'illustrer. Ah, Dieu, ce Vincent Dutray. Là, tu lâches une bombe, là. J'aime cet homme, vraiment. Moi aussi. C'est un régal. Tu vois, quand on parle de relation auteur-illustrateur, là, voilà, je sais qu'en plus, comme on va bosser ensemble, comme il va travailler sur ce projet-là, je sais qu'on va bosser ensemble sur ce jeu-là. Donc, du coup, ça me fait vraiment plaisir. C'est chouette. Et voilà, et c'est prévu pour le début d'année prochaine. Okay. Parce que là, même si le jeu est déjà posé, qu'il est jouable, etc., on a encore pas mal de petits détails à travailler pour le contenu, en particulier qu'il y ait des surprises dans ce contenu, c'est-à-dire que voilà, ça soit pas simplement, enfin voilà, moi ce que j'aime c'est que les joueurs se disent oh incroyable. Et ça sera différent, ça sera vraiment différent. Après c'est un risque aussi parce que peut-être que ça sera, moi c'est ma seule crainte, c'est de me dire, enfin c'est ma crainte. En même temps, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce à quoi on croit, c'est à ça qu'on a envie de jouer. Donc, on va tenter de le partager. J'espère simplement que ça correspondra aussi aux attentes des joueurs qui ont aimé Trek 12 et qui se diront pas, ah bah non, mais c'est pas ça que j'attendais, quoi. Tu vois, c'est le risque qu'on prend. Mais à un moment donné, il faut faire ce à quoi on croit. Je l'ai dit au début de l'émission, donc je vais pas revenir là-dessus maintenant. Mais voilà, si on se croise dans les temps qui viennent, un jour où il y aura des relations sociales, je pense que le proto sera pas loin. Ah, ça c'est bien. Du 26 au 28 février, par exemple. Après, tu vois, du 26 au 28 février, si jamais il y a vraiment un can, est-ce qu'il y aura vraiment un off? Pour l'instant. On peut se poser la question. Non, mais tu vois, c'est pour ça quand je parle des conditions. Quand on te laissera rentrer dans le off. Ah bah. On ira à l'hôtel. Ça finira en off chez soi. Non, c'est off à l'hôtel. L'an dernier, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis ça. Je me suis fait harceler, donc après, on est allé à l'hôtel avec des joueurs. Donc. Oui, il y a 2 ans, il me semble avoir entendu cette histoire. Tu t'étais fait refouler du off par le vigile. Ouais. Pas par les vigiles, par les organisateurs. C'est très différent. Parce qu'on a tous entendu que c'était par le vigile. Absolument pas. Non, j'avais fait l'effort
enfin pas l'effort, c'est pas un effort, c'est normal, je m'étais inscrit, comme tout le monde, et en fait, ils n'ont pas retrouvé mon inscription, donc ils m'ont pas laissé rentrer. C'est beau. fort. Mais vous êtes qui, monsieur? Excusez-moi, Excusez-moi. c'est exactement ce que la personne m'a dit. Alors, c'est pas un problème, parce que j'estime pas que ma gueule doit être reconnue, enfin, toi, etc., mais putain, tu t'inscris, tu joues le jeu, tu bouffes en 2 coups de cuillère à peau pour être là à l'heure. On dit, il reste des inscrits, oui, j'arrive. Ah, ben non, non, on vous connaît pas. Ok, ok. Donc, retournez faire la queue là-bas, et puis, non. Et ils te voient partir avec 30 personnes et ils se disent, ah, on a peut-être fait une erreur quand même. Pour le coup, pas d'erreur, de toute façon, c'était blindé quand même, et puis c'est un épiphénomène, c'était surtout désagréable. Ouais, non, c'est sûr. J'ai regretté d'avoir pris de mon temps pour espérer faire jouer les gens, si tu veux. Puis en fait, j'ai pas bien mangé, du coup, puis j'ai pas passé une bonne soirée non plus avec les joueurs. Donc voilà, mauvaise soirée de bout en bout. Ouais. Et sinon, à quoi tu joues en ce moment? Ah, en dehors de tes jeux. Alors, si tu veux, c'est compliqué parce que en fait, mon temps de jeu n'est pas extensible. Et en fait, je passe bien 80%, si ce n'est 90% de mon temps de jeu à jouer à mes protos. Pas par snobisme, mais parce qu'ils se font pas tout seuls, ces jeux-là, donc il faut bien les jouer encore et encore. Après, cette année, donc si je regarde sur l'année écoulée, j'ai beaucoup joué, à mon échelle, à Dune Imperium. Ah, de Lucky Duck Games. Je suis vraiment fan, vraiment. Ça correspond à tout ce que j'aime, et en particulier, peut-être qui va faire râler quelques joueurs, qui moi me plaît beaucoup, c'est les cartes intrigues. Mhm. Ouais, parce que c'est voilà, drôle, ça. ah bah oui, mais tout le monde ne trouve pas ça drôle. Hein. Ah. Mais non, les prendre à la gueule. ouais, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Ça c'est voilà. Après, des fois, j'ai beaucoup aimé aussi. Évidemment, le nom va m'échapper là à l'instant. C'est un jeu de Paolo Mori sur la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Blitzkrieg. Blitzkrieg, oui, excellent, ouais. Alors, c'est aussi bon que c'est moche, en fait. Mais éditorialement, c'est incompréhensible. Enfin, bref, il y a des choix qui ont été faits qui sont vraiment discutables. Par contre, le jeu est génial. Oui. Mais moi, c'est à 2 joueurs, c'est vraiment très très bien. En tout cas, ça me correspond. J'ai bien aimé. Comment ça s'appelle c'est pas Red Sky, c'est Red Rising. Ouais. Ah, Red Rising, très bon chez Matago. J'ai bien aimé Red Rising, mais je vais mettre un bémol, c'est-à-dire que pour moi, ça se joue à 2 ou à 3. Au-delà, il faut pas. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Je préfère Après, Fantasy Realms. j'ai pas joué à Fantasy Realms, donc je connais pas Fantasy Realms. Toi, je sais que ça existe. C'est l'inspiration qui a donné Red Rising. Je sais qu'il y a des similitudes, etc. Mais comme j'ai pas joué à l'autre, je connais que celui-là. Et donc ça m'a bien plu. Mais tu vois, je m'en suis lassé plus vite en fait que une qui lui, par contre, je pourrais rejouer encore et encore. Vraiment, c'est voilà. C'est pas la même. Et puis sinon, moi j'aime beaucoup So Clover. D'accord. Donc voilà, toi si tu me mets Mot Malin et So Clover, qui sont finalement 2 jeux qui sont basés exactement sur le même principe, je préfère infiniment la mise en scène de So Clover. Moi parce que c'est une mise en scène derrière. Pardon. Pourquoi tu ris? Parce qu'il y a le Meeple Reporter qui dans le chat nous met et The Great Race. C'est un running gag, une private joke au sein de l'émission en fait. C'est pour ça. Parce que c'est un jeu dont il aime bien et qui parle souvent. J'aime beaucoup So Clover. Et puis du coup, je joue aussi à des jeux qui sont pas forcément des jeux récents en fait. Tu vois. Par exemple, ce week-end, j'étais à Autran à faire des raquettes avec mes potes de quand j'avais des cheveux. Donc, tu vois, c'est ce qui nous rajeunit pas. Et en fait, j'avais amené des jeux et on a joué à Fiesta de los Muertos. Ah, très mignon d'Antoine. Ça, on s'est vraiment fondu la gueule. Enfin, on a joué à So Clover et à Fiesta de los Muertos. Donc, c'était très chouette. Donc ça veut dire que si je vais skier à Autran, je risque de te croiser, c'est ça? C'est pas impossible. J'y suis pas tous les week-ends parce qu'en fait j'ai des amis lyonnais qui louent une maison à l'année là-haut. Donc en fait on y va régulièrement, quoi. On nous demande si tu as un pronostic pour l'As d'Or de cette année. Aucune idée. Mais alors quand je te dis aucune idée, c'est je sais pas. Alors par rapport à ce que je viens de dire, je peux que espérer que Dune Imperium remportera l'As d'Or Expert. Voilà.
Je veux même pas savoir qui va être nommé avec. Je veux que d'une Imperium gagne de respect. Et Toi, tu puis le par mettras en expert, toi. ah bah ça se discute Ouais. même pas. Enfin, il y a la nouvelle catégorie, il y a initié, je crois, non? Ouais, mais Initié, Ouais. faut, Mais j'avoue que c'est quand faut même. pas déconner. De toute façon, moi je ris d'avance de cette quatrième catégorie parce que tout le monde, enfin il y a beaucoup ont crié au génie en se disant ouais super, ça va permettre de et en fait on aura les mêmes débats de se dire ah oui mais Ouais. non mais ça Ça change ça va rien. pas là-dedans, ça va pas là-dedans etc. Ça, c'est initié plus, c'est pas initié. Ouais c'est ça exactement. Non, il y a Non ça. pour moi d'une Imperium c'est clairement un jeu expert. Il y a Non, pas mais à tortiller. Enfin, si tu te places du côté du gens qui vend des jeux en magasin, enfin c'est pas un initié plus. Enfin non, c'est c'est pas un expert. plus. C'est expert, c'est clairement. Non, mais je Ouais. pense que l'initié, faut aussi cette nouvelle catégorie, il faut aussi l'avoir dans le sens où ça leur permet aussi de pouvoir mettre en avant plus de jeux et de récompenser plus de jeux aussi. Oui, oui, non, mais moi, attention, je suis pas critique quand je dis ça. De toute façon, tu sais, mon principe, c'est Oui. toujours le même. Un jury, il est souverain, il fait ce qu'il veut, Mm. et j'ai pas à discuter ses choix. Ses choix peuvent me correspondre ou peuvent ne pas me correspondre, mais en tout cas, c'est jamais un scandale, parce que les gens qui font ça, ils le font eux aussi avec foi, ils le font avec des raisons, et ce choix-là, il est politique, toujours, au sens, pas politicien, mais au sens de la politique, de dire, cette année, on a décidé de mettre en avant plutôt tel type de jeu que tel type de jeu, etc. Mais de toute façon, c'est jamais discutable. Voilà, il faut simplement, il faut être ravi quand ça te sourit, et puis il faut saluer les copains quand c'est pas toi. Hein. C'est pas grave. et quand on a reçu Rexou, Olivier Rex, il y a quelques semaines, il nous a dit que finalement, même si à chaque fois il y a un débat sur le vainqueur de Asdor, etc., n'empêche qu'ils ne se sont pas souvent trompés, quoi. Non, non, non. Puis de toute façon, enfin, c'est toi typiquement. Enfin, il y a eu l'année où il y avait le groupe de la mort. The Euh, Crew. c'est comme en Coupe du Monde. Tu sais, des fois, t'as des poules dans lesquelles, ok, tu sais qui c'est qui va sortir premier, tu vois. Puis des fois, t'as le groupe de la mort. Ben, moi, j'avais été dans le groupe de la mort avec King Domino. Codename. Il y avait Imagine, il y avait Codenames Ouais. et Unlock. Donc là, tu te dis, bah, ça va Le être chaud quand même. Rumble. Et là, tu dis réellement, chacun peut gagner. Mm. Et après, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est une décision politique. Et en fait, c'est Unlock qui a gagné, et il n'y a rien à dire au fait que ça soit Unlock qui a gagné, même si ça m'a pas été favorable, si tu veux. Et quand tu vois la carrière que fait Unlock aujourd'hui, bien sûr que c'était pas une erreur. De la même façon que King Domino, ça n'aurait pas été une erreur non plus, et Codenames non plus, tu vois, parce que voilà, même Imagine, qui est sans doute quoique Imagine doit faire des grosses ventes aussi. Mais donc, tu vois, il y a jamais de mauvais choix. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'au niveau des jurys, ce sont des choix qui sont sincères. Et là aussi, quand on parlait de chance tout à l'heure, ben, dans un jury, comme celui de l'Asdor ou comme celui du Spiel, tu changes 2 personnes, le résultat est pas le même, hein, Absolument. à la Ah, fin. oui. Est-ce que le jeu qui sera primé à la fin sera moins bon ou meilleur? Non. Ça sera simplement un autre jeu. Parce que de toute façon, la production globale, elle est déjà globalement, elle est plutôt quand même de très bonne qualité. Donc réussir à isoler 3 jeux par catégorie là-dedans, ben, ça doit déjà être un casse-tête infernal, si tu veux. Et puis après, ben, il y en a un qui est primé, et puis ben, tant mieux pour lui. Mais c'est pas, enfin voilà, c'est. En tout cas, Cannes ces 10 dernières années, j'ai jamais rien vu de scandaleux. Hein. Même s'il y aura toujours des gens pour crier au scandale. Cette année, ça va être également un groupe de la mort, à mon avis, vu les sorties Là, de cette parce que année. vous voyez qui? Parce que moi, en fait, toi, comme je joue peu, je vois ça de très très loin. Donc il y a énormément de jeux que j'ai pas joué. Donc je sais pas, c'est quoi vos pronostics? Moi, je vois Oltré, au moins Nono. Ultra arrivé, ouais. C'est Oltré. compliqué, hein, je pense. Hein. D'une Imperium, ça me semble Ouais, évident. d'une Imperium. Dune Imperium, Robin des Bois. Robin des Bois, Forgotten Waters, tu pourrais avoir aussi. Après, je Il sais pas pourrait la date être de la pas en sortie. expert, mais. Kira? Hmm Kira? Non? Kira. Kira, c'est quoi? C'est pas un jeu qui est sorti. Cora, peut-être, non? Ah, Cora, Ah, oui, Cora. Cora, oui, tout à fait, Cora pourrait aussi, oui. Cora, ouais. Je sais pas. Mais Cora, ouais, plus, enfin, ouais, je sais même pas initié, moi je dirais en catégorie Asdor tout court, Cora. Peut-être Lueur aussi. Pas Lueur, pardon. Non, Lueur, c'est sorti depuis. Non, C'était l'an dernier, Lueur. Alors, par L'an contre, dernier. en familial, moi, je verrais effectivement Montmalin, peut-être. Ouais. Nouvelle contrée. Pardon? Nouvelle contrée. Le premier Ah oui, jeu oui, oui, d'Olibrius. oui, oui, c'est juste, ouais, tout à fait. Ça, c'est fort possible, ouais.
Et puis, auquel je pensais à l'instant, ça m'est passé dans la tête, puis c'est parti déjà. Bah, il mérite pas sa place. Si, parce que Trop c'était tard. un bon truc, mais je me rappelle plus. Living Forest. Ah ouais, Living For... tu vois, c'est que des jeux auxquels j'ai pas joué, quoi. J'ai lu des trucs, j'ai vu de la hype, etc. Ça m'a plus ou moins donné envie selon les jeux, mais j'ai pas joué. Si, je pensais à Codex. Codex Naturalis, Ouais. effectivement. Non, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de belles sorties cette année. Je pense que ça va être compliqué. Puis en jeu enfant, j'ai strictement aucune idée, puisque moi, je suis pas entouré Ah, d'enfants bah, de cet âge-là, donc Kids Chronicle. Ouais, Kids c'est ce que ouais, j'allais Kids dire, Chronicle, c'est pour Mignon moi, Glouton c'est qui a ouais. cartonné aussi. Alors lui, Non, il y sera pas parce que c'est une rethématisation de Soviet Kitchen et ils font pas de du coup, ils le rethématisation. reprennent pas. D'accord, Non, ok. moi, je pense que pour les enfants, c'est le seul où je parierais et je dirais que c'est Kids Chronicle. Et il y a eu Unlock Kids aussi, je pense Ouais. qu'il. Moi j'ai peur que Ouais, l'appli ça freine pour. bah, il y a bien eu Unlock. Hein. Ouais, mais Ouais, pour des enfants. Ah, franchement, enfin, il sera nommé, c'est pas sûr qu'il ait le. quand je vois la fin, je te dis, moi, les enfants que j'ai vus qui ont testé ce jeu-là, enfin, c'est un truc de fou, hein, Kids Chronicle. Hein. Et enfin, le fait qu'il y ait une appli, enfin, c'est des enfants qui sont nés avec des téléphones dans les mains et des Oui, tablettes dans les mains. Hein, on donc, est d'accord. enfin, Donc si je c'est le sais pas, critère, je trouve que c'est on dommage. verra, on observera ça, et puis on Mm. ira applaudir les Ouais. copains si jamais il y a un festival. Et puis voilà. En Qui familial, pour je verrais l'instant Petit n'est pas Peuple annulé. aussi. Qui pour l'instant n'est pas annulé, voilà. Ah c'est oui, ça. Petit Peuple, c'est vrai, il mérite clairement sa place, lui. Oui, je pense, mais il est sorti tardivement, mais comme il était déjà bien prévu avant, c'est possible. Ouais. Ah ben Rémi Nathalie, ça serait chouette, hein, c'est sûr. Ouais, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu. Ils passent souvent sur le chat. Je sais pas s'ils sont là ce soir. Ah bah, je serais vraiment, si c'était eux, s'ils en chopaient un, je serais vraiment très heureux pour eux, ouais, parce que c'est vraiment des chouettes personnes. Ouais. On s'est rencontrés à Saint-Herblain plusieurs fois, enfin, etc. C'est des personnes hyper agréables. Bah, on l'a interviewé, enfin interviewé. On a fait une partie avec Rémi de Petit Peuple il y a quelques semaines de ça. C'était, c'est vraiment, c'est quelqu'un de génial. Ouais. Ouais. Pour reprendre un peu, tout à l'heure, tu nous as un petit peu sorti donc la sortie future de Trek 12. Pour reprendre un peu ça de manière un peu plus globale, est-ce que tu es plutôt multi-projet à travailler sur plusieurs gros projets, vraiment plus que Proto, hein, mais vraiment un peu plus loin, plus avancé que Proto, en même temps, ou t'en fais un à la fois, et du coup, est-ce qu'il n'y a que Trek 12 le prochain dans les sorties, ou est-ce qu'il y en a un autre dans les tuyaux qui devrait sortir aussi prochainement? Non, je suis multi-projet en fait. Si je fais le compte des projets sur lesquels je suis en train de travailler, il y en a toujours, allez, on va dire entre 10 et 20. Ok. Mais qui sont à des stades d'évolution différents. Parce que, par exemple, un jeu qui, pour moi, en termes de game design, est totalement fini, mais sur lequel je suis en train de travailler sur la com, c'est du travail. Donc, c'est nécessairement un temps de mon travail quotidien. Et puis, il y a ceux sur lesquels je suis en train de chercher un éditeur. Puis, il y a ceux sur lesquels je suis en train de faire le développement, on est sur la fin du développement, puis il y a ceux sur lesquels je suis au début du développement, et puis il y a les idées naissantes. Donc l'ensemble de tout ça fait une vingtaine, entre 10 et 20 projets sur lesquels je travaille en parallèle. Mais je suis plutôt dans une attitude aujourd'hui où j'essaye de diminuer ça, en fait. Ok. D'accord. J'ai envie, depuis, c'est peut-être le Covid qui a mené ça aussi, et puis aussi j'ai eu des soucis de santé un peu sérieux, justement, juste avant le Covid, en fait, où c'est pas loin de la correctionnelle, et j'ai plutôt envie de décharger mon temps de travail et puis de prendre plus de temps pour moi, en fait. Parce que pendant 15 ans, en fait, j'ai été le nez dans le guidon vraiment, en bossant 7 jours sur 7, en bossant 10 heures par jour, et sans m'en rendre compte, parce que quand c'est ta passion, moi, j'ai jamais l'impression d'aller au travail. Enfin, tu vois, sauf que c'est devenu, à un moment donné, ça a généré bouffe, ouais. des problèmes de santé. Donc, à un moment donné, ouais, je pense que si je peux profiter un peu, c'est bien quand même. Ok. On nous demandait quand même dans le chat s'il y avait des nouvelles sur Cyclades, sur la nouvelle version. Oui, ben, regarde bien. Attends. Oh là là, en Voilà, avant-première en pour Entre Jeux exclusivité sur Studio. Entre Jeux Studio. Voilà, Cyclades. Oh boum, Ah, il existe. ça lâche du dossier. Donc ça c'est juste mon proto, en fait. Voilà, vous pouvez faire les précommandes sur C'est entrejeustudio.fr. pas du tout la boîte définitive, loin s'en faut. Mais en fait, elle est là parce que je prends le TGV mercredi matin.
pour monter à Paris et faire une session de travail avec la personne qui va être le chef de projet éditorial de ce jeu-là. Donc, pour faire jouer, lui transmettre les règles, le matériel et tout ça. Donc, et pour une sortie, en fait, le jeu va sortir en Kickstarter. Ah, d'accord. Ça va être un Kickstarter, mais en pensant aux boutiques d'emblée, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. L'idée, enfin, comment dire, ça m'intéresse absolument pas qu'on fasse un coup et que le jeu derrière redisparaisse aussi vite qu'il est arrivé au travers d'un Kickstarter, même si financièrement ça peut être intéressant, ça ne m'intéresse pas. C'est un jeu qui a 12 ans. Et en fait, au travers du travail qu'on fait aujourd'hui avec Ludovic Maublanc, mon ambition, c'est qu'on reparte sur 12 ans. Tu vois, c'est d'avoir vraiment une V2, en fait, qui va être à la fois pareil, mais pas pareil. Et voilà. Par contre, pour des effets d'échelle, d'économie, de tout ce qu'on veut, etc., il faut lancer un Kickstarter pour pouvoir justifier l'amortissement des frais de beaucoup de choses, en fait, parce qu'il y a beaucoup de matos dedans. Mais par contre, ce qui permettra d'offrir une version retail. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que la version retail et la version KS, c'est la même. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas de contenu exclusif. D'accord. En termes de gameplay. On peut avoir du contenu exclusif en termes de comment dire, que les figurines soient peintes, que les pièces, ça soit des pièces en métal, que ce genre de choses, tu vois ce que tu veux. Ouais, mais l'expérience ludique liée par les mécanismes, etc., en aucun cas, je veux une figurine qui soit dans le Kickstarter et qui n'existe pas dans le retail. Ça pour moi, c'est marqué interdit. Il faut que l'expérience ludique délivrée soit la même. Qui que ce soit qui achète le jeu, et si tu n'as pas les moyens de t'acheter le KS, bah, tu auras peut-être des figurines qui sont pas peintes et tout ça, mais par contre, tu vas jouer au même jeu que les autres. Tu vois, ça pour moi, c'est ou des choses à côté, comme un playmat ou ce genre de choses. C'est ça, exactement. Peut-être que ton paravent sera pas pareil, que sais-je, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas de contenu exclusif de gameplay. Ça, pour moi, c'est voilà. Donc ça, on s'est mis d'accord avec l'éditeur là-dessus. Et ça, c'était pour moi la condition sine qua non pour que j'accepte de faire un KS. Ouais, donc je pense que le poids de l'auteur a un certain impact vis-à-vis de l'éditeur et qui n'est pas le même selon l'auteur pour ce genre de décision. Non, mais c'est que bon après, non, mais on était d'accord. Enfin, comment dire, l'éditeur, c'est Hicham, hein. Donc c'est l'éditeur initial du jeu aussi. Mmh. Voilà, donc on a récupéré nos droits chez Matago pour continuer l'aventure, parce que c'est là aussi, quand je parle d'un jeu, c'est une aventure humaine. Ce jeu, c'est une aventure humaine. C'est une aventure qu'on a commencé avec Hicham. Hicham a quitté Matago. On pouvait donc récupérer nos droits. On a récupéré nos droits pour continuer l'aventure avec Hicham. Et donc là, on va repartir sur cette aventure-là, parce que c'est un jeu qui nous fait tous triper. Et puis, en espérant que les joueurs nous suivent, hein, mais ça, voilà. Donc chez Studio H, du coup. Alors, je crois pas que c'est Studio H qui va faire le KS, parce que ça va être une autre société qui a un autre nom que je sais pas. Mais par contre, ça sera distribué par Studio H au niveau des boutiques. Ouais. Par chaîne distrib, ouais. Et du coup, on a une idée approximative de quand serait lancé le KS? Bah, le KS, normalement, si tout va bien, il devrait être lancé sur fin d'année. D'accord. Puisque là, l'illustrateur a commencé à être retenu et tout ça. Donc, on peut imaginer que si je monte à Paris après-demain, c'est parce que justement on veut activer les choses et puis ça, se mettre sur quelque chose d'actif, enfin vraiment à ce niveau-là. Donc oui, l'idée c'est un KS fin d'année pour une sortie 2023. Mettez les sous de côté pendant l'année alors. Ouais, beaucoup. Énormément. Ok. Bon, à part si vous avez encore une question, je pense qu'on a fait un bon retour du sujet Bruno Catala. On a fait le tour de Bruno. On a fait le tour. Bon, on l'entoure bien là déjà. Merci pour votre invitation en tout cas déjà pour commencer. Eh bien, merci d'y avoir répondu. Hein. Merci d'être venu et ça me fait d'autant plus plaisir de t'avoir eu avec nous que quand j'ai lancé mon modeste blog, tu étais le 3e auteur que j'interviewais. Ouais, je réponds tout le temps. Oui, mais tu vois, moi je découvrais à l'époque le monde ludique et quand je t'ai envoyé le message la première fois, je me suis dit, bon, jamais il va me répondre. Un blog, je venais d'ouvrir, ça faisait 2 mois que j'avais ouvert. Catala, il s'en tape. Bon. Il n'y a aucune raison de ne pas répondre. Il n'y a aucune raison de ne pas répondre, de la même façon qu'il n'y a aucune raison de péjorer un auteur qui n'a jamais rien fait, qui arrive avec une première idée, de la même façon qu'il y a
aucune raison de pas accorder du crédit à quelqu'un qui est en train de se lancer dans l'édition. Parce que moi, le jour où je suis arrivé, si les gens avaient raisonné comme ça, ben, j'aurais pas pu commencer déjà. Bien sûr. Tu vois. Et puis le petit d'hier, c'est peut-être le grand de demain. Donc à un moment donné, non, il y a pas de, il y a. Puis bon, on est dans un milieu qui est avant tout un milieu de passion. Qu'on Tout à fait. soit blogueur, qu'on soit auteur, qu'on soit éditeur, qu'on soit illustrateur, la grande majorité de ces gens-là, en fait, sont tous des gens qui sont absolument passionnés. Et pour moi, on fait un peu partie d'une même famille, en fait. On partage la même passion, on la défend, on essaye de la faire connaître, en fait, de la diffuser, parce que globalement, on a tous cette envie-là, en fait, que les gens comprennent ce qu'on fait, voilà, aiment qu'on puisse partager cette passion avec eux. Et donc, il n'y a aucune raison de péjorer qui que ce soit, quoi. Enfin, pour moi, c'est important aussi, ça. C'est un agenda qui est quand même, je pense, très, très chargé. Et donc, je trouve que c'est tout à ton honneur de prendre ce temps pour les Alors, gens. je le fais vraiment avec plaisir. Et puis, je pense que c'est peut-être d'autant plus important de le faire dans ces périodes-là où on est privé de rencontres finalement dans la vraie vie, et donc du coup de profiter des opportunités qui nous sont offertes pour ces échanges-là, quoi. J'espère que vous n'aurez pas trop saulé vos. Alors je non, peux te dire ils sont que non. extasiés dans le chat. En lisant le chat, il y a des choses qu'on ne dira pas pour ne pas te mettre mal à l'aise. En tout cas, on vous remercie tous, chers spectateurs d'Entre-Jeux Studio, d'avoir été si nombreux, fidèles et Ouais. participatifs au niveau des questions. Et merci Célia Sciota pour le follow. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette interview et du coup à cette émission. En général, on finit en présentant un ou deux petits jeux, mais bon, on l'a vu qu'il est déjà 22h40, je pense qu'on va peut-être faire. Sauf si Arnaud, tu veux vraiment parler rapidement de. C'est un jeu que j'ai reçu, j'en parle très très vite, c'est Animate, c'est un jeu pour enfants chez Lifestyle là, que je viens de recevoir et que j'ai joué avec mes enfants, donc j'ai des enfants qui ont 7 ans. C'est un jeu normalement qui est à partir de 5 ans. C'est un jeu de mesure de distance, on empile des cartes. On empile des cartes animaux. Comme ça, alors, tête sur tête. Et ensuite on les Merci. mesure. Et en fait, il faut estimer la longueur de votre pile d'animaux par rapport à un mètre qui est en tissu comme ça. En fait, les animaux, il faut qu'ils arrivent à aller chercher les pommes. Sauf que le mètre, il n'est pas à côté de ta pile au départ. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est très simple, hein, c'est vraiment un jeu enfant, mais pour eux, c'est très intéressant parce que ça leur apprend à estimer les distances et à faire ce qu'on appelle la conservation des volumes. On parlait tout à l'heure de jeux éducatifs, mais Voilà. Et je sais qu'en tant qu'adulte, il y a plein d'adultes qui n'ont pas la conservation des volumes parce que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas suffisamment quand on est enfant. Voilà, c'est très très bien. Ok, très bien. Bon, et du coup, bon, désolé d'en dire, mais je sais que tes jeux, c'était des choses. Non, mais de toute façon, je pars du principe qu'après avoir passé 2 heures avec Bruno, on ne peut rien présenter, en fait. Bien sûr que si, parce que moi, ça m'intéresse qu'on me présente des jeux et puis que je connais pas, tu vois, c'est cool. Ah, bon, vas-y. Allez, Alors, on va pousser un parlerai... petit peu. Ok. Petit jeu, voilà. L'extension de Role Player qui vient dans une big box. Donc, c'est une extension qui s'appelle Démons et Familiers et qui a un double intérêt, c'est qu'à la fois, elle sert de big box pour ranger le jeu de base et l'extension présente qui s'appelait Monstres et Sbires, mais aussi elle apporte des nouvelles mécaniques moins impactantes que l'extension Monstres et Sbires, mais qui sont quand même sympathiques pour enrichir l'expérience de jeu, la prolonger, tout en accélérant le rythme, en lui donnant un petit peu plus de punch. Et j'ai trouvé que c'était hyper sympa, parce que Roleplayer, c'est un univers qui m'est très cher. D'un point de vue charte graphique, je voyage à chaque fois que je fais une partie. Et c'est un jeu énorme pour 2 à 4 joueurs, auquel je joue quasiment exclusivement solo. C'est mon petit plaisir coupable et c'est mon petit voyage dans un monde imaginaire où je crée un perso et je me crée moi-même par la même occasion.
Est-ce que tu joues à des jeux de rôle avec le personnage que tu as créé dans Mais Roleplayer? pas encore, mais j'attends le fabuleux Roleplayer Adventure qui devrait être localisé prochainement et qui du coup pourra enfin donner vie à ces personnages que je crée depuis un moment, puisque c'est ça qui me manque aujourd'hui, c'est de les transposer un petit peu plus loin. Très bien. Ouais, bah, moi, je vais finir juste pour la blague. Du coup, comme vous en avez tous parlé d'un, je vais juste reparler des runes. On a fait un live samedi dessus. On parlait de jeux avec application. Bah, celui-là, c'en est un avec une application avec une intelligence artificielle. Donc, c'est une IA vocale à qui on peut poser des questions, comme on parlerait avec Siri ou Google, le OK Google. Et donc c'est un dungeon crawler où on a un maître du jeu et des aventuriers qui doivent remplir des quêtes. Le but du maître du jeu, c'est d'empêcher les aventuriers de remplir les quêtes et donc les aventuriers de réussir. Et donc à côté de ça, on a l'esprit des runes qui est l'IA et qui va un peu ajouter des éléments inattendus pour les deux camps. Et ce qui change, c'est le grand twist qu'on a par rapport au dungeon crawler habituel, c'est que même le maître du donjon ne connaît pas tout ce qui va se passer. Et rappelons qu'Entrejeux Studio a créé un item spécialement pour le jeu qu'il vous appartiendra de trouver pendant vos aventures. Exact. Donc voilà. Merci les follow. Et merci Ouais. Nawak pour le follow. Donc voilà pour l'émission de ce soir. On espère que ça vous a plu, que vous allez bien, et puis surtout que Bruno, tu as passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, Je n'ai pas vu le temps passer. c'est Ah, parfait. En tout cas, parfait. de notre côté, Moi c'est non un plus. peu la même chose, hein. Voilà. Je pense qu'on aurait pu continuer longtemps en fait. Oh, ça peut durer. Voilà. Et là, on sort les bières, les cafés et ça continue. Hein. Ouais, non, Mais mais il est c'est pour l'heure ça de que faire un raid là. c'est pour ça que je préfère temporiser et couper les ardeurs de tout le monde. Parfait. Alors, tout à fait, on peut aller faire un raid. Juste que je regarde qui il y a à raider. Euh, on fera ça après la coupure pour que ça n'intéresse pas trop les gens de YouTube. Et puis si le temps te le permet, il faudra pas hésiter à répondre à une autre de nos invitations d'ici quelques mois, Voilà. après l'éventuelle fige pour discuter de la suite, de l'avenir, de tes états d'âme. Mais prochaine n'hésitez fige. pas, je répondrai présent. Ah bah tiens, il y a Tarsa, on peut aller chez Tarsa TV. Qui découvre l'Escape Scooby-Doo. Ça n'a pas l'air si mauvais que ça, Escape Scooby-Doo. J'en ai entendu parler, ouais, ça a l'air sympa, mais je C'est hyper péjoratif ça, Arnaud. Non, bah, franchement, tu vois la boîte, tu te dis Escape Scooby-Doo, tu te dis. C'est une Je blague. donne pas mon il y a une avis, mais chance sur deux- Il y a une chance sur deux pour que ce soit commercial. Et en fait, ça n'a pas l'air si. Ça a l'air pas mal du tout, en fait. voilà, tu vois, le biais. Ah ouais. Donc bah allez, on se dit au revoir. On se Au retrouve revoir. sûrement la semaine prochaine si on a eu les annonces des nominés pour le Fige. Et du maintien du fiche. Et le maintien du Fige pour en débattre. Donc voilà, sûrement la semaine prochaine et sinon à dans 2 semaines comme c'est normalement prévu. Allez, à bientôt, bonne bientôt, soirée à bonne tous. soirée. Salut.